Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cet enregistrement. Nous sommes quasiment 300 connectés. Et Laurent, nous sommes à toi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire du Hub des prescripteurs bas carbone. Alors, je ne sais plus le combienième c'est du webinaire des prescripteurs bas carbone. Mais en tout cas, c'était le deuxième qui vise ce sujet fondamental qui est celui de la rénovation. Et vous allez voir qu'en 2 heures de temps, on n'aura pas le temps de faire le tour de tous les sujets. Voilà, donc je vous accueille bien volontiers pour ces travaux. Vous êtes près de 300 à nous écouter aujourd'hui. De la part donc, de l'IFPEB et de Carbone 4, qui sont les promoteurs de sols de prescripteurs bas carbone, et aussi en l'occasion avec la contribution qu'on salue et qu'on apprécie de CSTV, qui nous accompagne sur cette partie réseau. Voilà, un tout petit mot d'ambiance quand même, chers amis, sur le sujet de la décarbonation du bâtiment. On est dans un moment de tension politique, vous l'avez tous compris, avec des tentations ici ou là, et plutôt ici que là d'ailleurs, dans le monde agricole par exemple, de revenir éventuellement sur la réglementation environnementale sous la pression de l'émotion, des tensions qui existent dans ce secteur. Eh bien, ça peut intervenir dans tous les domaines. Or, je crois que ça peut intervenir dans tous les domaines réglementaires. La réglementation environnementale, éventuellement à la d'eau, éventuellement, elle est passée à la trappe de la simplification, et donc on a un risque, il faut bien le savoir, du point de vue réglementaire aujourd'hui, de retour en arrière. Ce serait bien dommage. Sauf que, dans le métier qui est le nôtre, bâtimentaire, je voudrais vous faire part, en tout cas de notre point de vue, c'est-à-dire que nous avons dans ce pays un corps de règles extrêmement bien construit, extrêmement fort, extrêmement vertueux, que ce soit le décret tertiaire, que ce soit la RE 2020, du PO aussi, donc il faut souligner les qualités et pas que les défauts, un ensemble de choses qui font que, contrairement à d'autres domaines, la réglementation, encore une fois dans le domaine bâtimentaire en France, elle est bien faite. Donc, on a un socle extrêmement résistant de réglementation qui nous fait tous progresser vers la décarbonation de notre métier. Voilà. Et donc, je voudrais vous redire là à quel point nous pensons, nous, qu'il est important de fabriquer la bonne réglementation, de la conforter. Et c'est l'objet de ce que nous faisons ensemble dans le Hub des prescripteurs bas carbone. Donc, on joue un rôle tout à fait considérable à notre avis. Et je voudrais, au nom de l'IFPEB, de Carbone 4 et de CSTV, vraiment vous remercier tous une nouvelle fois de votre soutien et de votre participation à ces travaux. Tout ça, ça soutient la qualité de la réglementation, ça soutient sa durabilité, et donc c'est ce qui va nous permettre tous de progresser dans l'industrie. Alors, pour la deuxième fois, on a aujourd'hui un webinaire sur le sujet de la rénovation. Je dirais que c'est un petit peu le Graal qu'on est en train tous de recueillir là, puisque l'œuvre des prescripteurs bas carbone, c'est d'abord évidemment intéressé à la construction neuve. Oui, mais voilà, tout le monde sait bien que c'est dans la rénovation que aussi ça va se jouer. Et donc, les travaux qu'on est en train de faire tous ensemble sur l'équation coût carbone et l'équation carbone tout court de la rénovation, eh bien, ces travaux vont certainement, vous l'avez compris, permettre à la réglementation d'évoluer, voire de venir aussi couvrir le sujet de la rénovation et donc consolider nos pratiques. Voilà, donc le petit mot d'introduction que je voulais faire. Je vais vous souhaiter une bonne écoute pour ces 2 heures, une bonne participation. Et je remercie très vivement les intervenants, les 4 porteurs de projets qui se sont livrés à la critique, à l'autocritique et à la co-construction avec nous pour exposer leurs projets. Tout ceci est extrêmement précieux. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Christophe qui va vous décrire un peu plus avant le programme de l'après-midi. Bon après-midi. Merci Laurent. Transition low-tech, on partage le même bureau. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé, donc je vais essayer d'être synthétique. Mais difficile de commencer la présentation de nos travaux sans saluer les équipes qui travaillent au quotidien à l'animation des travaux du Hub. Donc je vais les saluer
brièvement, ils sont avec moi aujourd'hui, on est tous dans la même pièce, là, au moment où on se parle. On a une densité d'usage qui est très importante. Donc, je salue Eugénie et Paco côté Carbone 4 et Émilie et Guillaume qui travaillent tous ensemble au quotidien à animer les formidables travaux du hub. Je vais te donner la main dans une seconde, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on va, en fait, pour ceux qui étaient là au premier webinaire, on va poursuivre l'exploration de l'analyse de cycle de vie, l'utilisation de l'analyse de cycle de vie dans la rénovation. Et donc, on aura 4 témoignages très concrets. Et je te laisse la main, Guillaume, pour présenter les travaux du hub. Bonjour à tous, je vais m'astreindre à aller assez vite. Le hub des prescripteurs bas carbone, si vous ne connaissez pas encore, l'idée c'est vraiment comment tous ensemble on arrive à impacter de façon positive et d'inscrire la décarbonation du monde du bâtiment. On met les grands acteurs que je salue, tous les présents ici, et on essaye de résoudre et de lever toutes les problématiques. Voilà la nouvelle cartographie avec quelques nouveaux arrivants cette année, en fin d'année. Espace ferroviaire, pour en citer quelques-uns que j'ai en tête, espace ferroviaire, BE Vivien, ZEFCO, parmi les derniers arrivés. Voilà, en un mot, et vraiment je vais m'astreindre à ça, on a deux grandes manières de travailler dans le hub. Un outil, un observatoire de l'Aéro 2020 de projet des membres qui nous permet de faire des analyses sur des données. Donc on a un observatoire qui fonctionne parfaitement sur le logement et on est en train de mettre en place 2 autres observatoires, un sur les bureaux et un autre sur la rénovation, le sujet d'aujourd'hui, qu'on espère finaliser dans l'année, dans cette année, les deux nouveaux observatoires. Et après, il y a tous les ateliers qu'on mène avec cet énorme atelier sur la rénovation qui nous a pris en tout 1 an et demi de travail avec tous les membres, et on attaquera plutôt le sujet du confort en deuxième partie d'année 2024. Voilà, aujourd'hui donc on est sur le webinaire 2. Vous avez en tête que le webinaire 1 c'était la première pierre à cet édifice de la rénovation, qui est comment faire une rénovation énergétique et comment calculer l'impact carbone. Donc vous aurez les liens où c'est accessible sur le site web, et là on est sur le 2e webinaire. C'est comment, en partant de cette rénovation énergétique, on peut faire une rénovation bas carbone, comment on peut l'optimiser et quelle est l'équation coût-carbone derrière ces optimisations. Et gardez en tête, et on le redira, il y aura un 3e webinaire qui sera courant mai sur l'option rénover ou démolir, reconstruire, qui est un peu la suite logique de nos travaux. Voilà. Paco, je te laisse prendre la suite. Merci Guillaume. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, et j'espère que vous m'entendez correctement. Guillaume en a parlé, on est sur un format de travail qui est assez cher au hub, qu'on appelle l'équation coût-carbone. Une équation, comme vous le voyez à l'écran, qui a été théorisée il y a bien longtemps. On s'est permis de la reprendre un petit peu à notre sauce. Au-delà de ce petit trait d'humour, c'est vraiment effectivement un format qui est important pour nous à plusieurs titres. Dans le cadre des travaux du hub, on vise à être le plus ambitieux possible. Laurent l'a rappelé, on a aussi l'ambition de réfléchir aussi la réglementation. Et donc, on veut que ces travaux soient ambitieux et pragmatiques. Et pragmatique, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire une rationalité technique, ça veut dire une rationalité scientifique sur la question du carbone, mais ça veut aussi dire une rationalité économique. C'est d'autant plus vrai dans la conjoncture actuelle. Donc, on a vraiment à cœur d'utiliser ces équations de carbone pour sortir les solutions les plus pragmatiques possibles. Si je reviens sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on le disait, le premier webinaire avait pour ambition d'aider à mesurer pour agir. La rénovation, à contrario du neuf, a besoin d'accompagnement déjà pour calculer un état initial. Donc, on s'est concentré sur l'ACV des programmes de base et on s'est rendu compte que ces premières rénovations, ces premières ACV constituent en fait des rénovations énergétiques performantes, donc de qualité, et que maintenant, il fallait qu'on aille plus loin et qu'on passe de cette rénovation énergétique à la rénovation bas carbone. Et ça, il y a un point qui vous a certainement pas échappé. En fait, on est en train d'avoir le même cheminement que celui qui a eu lieu sur le neuf, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. Et donc, on se pose la question du carbone au-delà de la question de la performance énergétique.
Donc, ce qu'on vous remet en bas également, quand on est passé de la RT 2012 à la RE 2020, pourquoi demain on peut passer de la RT existant à la Renault 2030 de la même manière. Et si je file ce parallèle jusqu'au bout, un autre critère encore que le carbone qui est venu s'ajouter dans cette RE 2020, c'est la question du confort d'été. Faire des bâtiments bas carbone à 2050 qui ne soient pas résilients, ce serait faire le travail qu'à moitié. Donc l'objectif, ça a aussi été de commencer à interroger cette question du confort d'été dans le cadre des travaux qu'on mène sur la rénovation. Alors comment est-ce que ça se passe exactement d'un point de vue méthodologique? Pour ceux et celles qui nous suivent depuis le début, vous commencez à le voir, ces équations coût-carbone. On vous a présenté un scénario dit scénario de base au départ, qui correspond à cette rénovation énergétique et qu'on a quantifié lors du premier webinaire. Et là, on s'attelle à aller vers une rénovation bas carbone, un scénario amélioré. Donc, on va creuser, quand je dis on, en l'occurrence, les équipes qu'on va vous présenter après, qui ont travaillé sur les projets, vont creuser des possibilités, que ce soit de changement de vecteur énergétique, d'optimisation de matériaux, donc un ensemble de leviers bas carbone que vous connaissez. Et puis, on va venir évaluer l'impact carbone de ces leviers, bien évidemment, mais également l'impact économique, donc le coût en euros. Et l'objectif, c'est de réussir à venir qualifier chacun de ces leviers avec cette double vision coût-carbone, d'où donc les équations coût-carbone vers le scénario amélioré. Les 4 cas d'études que l'on va vous présenter aujourd'hui sont menés par donc 4 équipes différentes et sur 4 typologies différentes, ce qui en fait une véritable force, puisque aujourd'hui, du coup, on a des résultats sur la question de la rénovation sur des typologies distinctes, et par exemple, pas uniquement sur du résidentiel, mais vous le voyez, on va du résidentiel jusqu'à la RSS en passant par les bureaux ou des établissements d'enseignement. Donc, bien évidemment, on remercie l'ensemble des équipes, tout particulièrement les maîtrises d'ouvrage qui ont porté les projets, qui sont bien des projets réels, Séquence, BNP Paribas Real Estate, Silicat, La Poste Immobilier, et puis l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre qui vous seront présentées aussi par la suite, qui ont travaillé à réaliser des études carbone, des études thermiques et l'ensemble des chiffrages techniques et économiques qui nous permettent de vous délivrer les conclusions qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va commencer par vous rappeler quelques premiers résultats avant de rentrer dans le vif du sujet de cette deuxième partie. Un premier résultat qui était très important dans le webinaire, c'est que le sujet de la rénovation, la raison pour laquelle on la traite aujourd'hui aussi au sein du des prescripteurs bas carbone, c'est pas un hasard. Cette rénovation, elle est absolument incontournable. Si vous regardez l'empreinte carbone du secteur qui est le nôtre, et donc du secteur du bâtiment, pas au sens propre strict de la SNBC et des émissions dites simplement directes, du gaz et du fuel qui serait consommé, mais plus largement de l'électricité également consommée dans les bâtiments, des produits de construction. En fait, ce bâtiment, les émissions sont principalement, en vaste majorité, les émissions d'exploitation des bâtiments, et particulièrement l'exploitation des énergies fossiles dans le bâtiment. Donc en fait, la priorité aujourd'hui pour décarboner le secteur, c'est bien de rénover le parc existant. Or, on va rentrer dans une quadrature qui est de se dire que si on veut rénover le parc existant pour baisser ses consommations et sortir des fossiles, il va falloir mettre en œuvre une certaine quantité de produits de construction et d'équipements. Or, ces produits de construction et équipements, ils ont également une empreinte carbone et aujourd'hui, ils sont majoritairement utilisés pour la construction neuve. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre construction neuve et rénovation, notamment en ce qui concerne le budget matériaux. Et pour ça, il va aussi falloir être en capacité de définir un budget matériaux à l'échelle du secteur pour la rénovation et à l'échelle des opérations. Ça, c'était le premier enseignement. Un second enseignement très important, c'est que quand on a regardé les résultats pour la rénovation, on s'est rendu compte qu'en réalité, si on zoome justement sur le budget matériaux dont je vous parlais, il y a en réalité dans la rénovation 2 budgets matériaux qui sont bien distincts. Le premier, c'est celui qui est dédié à la performance énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des matériaux qu'on va pouvoir mettre en œuvre et qui vont nous permettre d'améliorer la performance énergétique. Donc en fait, on enclenche un budget carbone dans les matériaux qui nous permet ensuite de réduire les émissions en exploitation du bâtiment quand on va consommer cette énergie-là. Ça, c'est ce que vous voyez plutôt en haut à droite sur le graphe. J'investis du carbone pour faire en sorte que je baisse le carbone en exploitation. Et en fait, je vais atteindre un point d'équilibre qu'on appelle le TRC, donc le temps de retour carbone. C'est exactement la même chose qu'un temps de retour sur investissement, mais on parle en kilos de CO2 plutôt qu'en euros ici. Et ce qu'on a vu dans ce premier cas, c'est que donc sur ce budget purement énergétique, quand on regarde les consommations énergétiques et les matériaux dédiés à l'énergie, on atteignait des temps de retour carbone de l'ordre de 30 ans. Donc, on était positif en temps de retour carbone sur ces opérations de rénovation, sur lesquelles on réalise des études sur 50 ans. Puis, il y a un deuxième budget, celui qui est en jaune sur le haut du graphe que vous avez là, qui est un budget de qualité d'usage.
Celui-ci, par contre, il n'améliore pas la performance énergétique, il vient améliorer, comme son nom l'indique, la qualité d'usage du bâtiment. Donc bien distinguer ces deux budgets-là, et ce sera important pour la suite aussi pour comprendre ce qu'on caractérise dans le temps de retard. Bonjour à tous, merci Paco. Alors, un autre message clé qui s'est dégagé en fait de l'étude des scénarios initiaux et qu'on tenait à vous rappeler aujourd'hui, c'est que la rénovation constitue une discipline à part entière qui est complètement différente du neuf. On ne peut pas dire que faire un projet bas carbone en rénovation soit la réplication en fait, d'un projet neuf bas carbone en environnement contraint. Donc, ce constat, c'est dû à la multitude des caractéristiques du bâti qui sont intégrées au projet de rénovation. Pour en citer quelques-unes, les équipes ont dû composer avec, par exemple, la hauteur sous plafond de leur projet, la compacité des projets, des éventuels changements d'usage, ou même la question du patrimoine historique de l'existant. Donc, tout ça, ça permet de confirmer qu'en fait, identifier la rénovation bas carbone à du neuf en environnement contraint, ça ne suffit pas. Il est nécessaire de développer une approche spécifique à la rénovation pour en faire une discipline bas carbone. Donc on l'a dit, afin d'atteindre l'optimum en fait entre le coût carbone et de développer et maîtriser l'équation coût carbone de la rénovation, il faut développer une approche spécifique et développer une telle approche, ça nécessite un dialogue qui est à anticiper particulièrement. Donc les travaux du Hub ont permis de distinguer plusieurs piliers, vous en voyez 3, nécessaires à ce travail d'anticipation du projet de rénovation. Une équipe carbone pluridisciplinaire doit être composée des différents acteurs du projet et les membres doivent être matures sur le sujet du carbone afin de composer avec les enjeux particuliers. Ces différents acteurs doivent dialoguer entre eux et avec les différentes strates du projet afin que le carbone ne soit pas déconnecté en fait, du projet réel. Ça a été le cas, ça a été un enseignement du scénario initial et des premiers travaux. On ne peut pas mettre n'importe quel programme dans n'importe quel bâtiment. Le projet et le carbone doivent vraiment être connectés au projet réel afin que le carbone puisse faire sens. Et enfin, un planning de conception doit être prévu, intégrant une éventuelle phase d'apprentissage de ces sujets carbone. Ça veut dire que la phase de conception du projet peut être plus longue, mais ça en vaut la peine afin que le sujet du carbone soit davantage intégré au projet. Donc on peut en tirer un slogan, réfléchir davantage pour moins consommer, plus de matériel pour moins d'énergie. Un autre prérequis à cette maîtrise donc, de l'optimum de l'équation coût carbone lié à la méthode concerne la maîtrise des données d'entrée de la CV. En effet, afin que les analyses carbone soient pertinentes, il est nécessaire que les données utilisées pour faire le calcul soient les plus proches possibles de la réalité du projet et donc des éléments utilisés. Donc vous voyez sur le petit schéma, on a plusieurs niveaux de la précision des données environnementales qui peuvent être utilisées dans les ACV d'un projet. D'abord, des données environnementales par défaut qui sont très génériques, puis des fiches collectives qui rassemblent différents produits similaires dans une même moyenne, et enfin des fiches individuelles. Augmenter le degré de précision permet donc de s'assurer qu'on a une base méthodologique solide pour ensuite travailler carbone au sein du projet. Maintenant, un questionnement lié à ce sujet qui a été ce sujet un peu méthodologique qui nous est venu lors de notre travail entre le scénario de base et le scénario bas carbone concerne l'intégration de fiches éventuellement plus détaillées dans les travaux des équipes. En effet, certains projets ont fait une première ACV qui comprenait les nombreuses aides et ensuite précisé ces ACV dans les travaux suivants. Dans la plupart des cas, le remplacement de ces données environnementales par défaut d'aide, donc par des fiches collectives, a été pris en compte dans le scénario de base, donc dans le scénario initial. Et cette évolution, donc, elle n'a pas été couverte dans le scénario bas carbone. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui est relevé dans le scénario bas carbone. Mais il y a également des cas plus rares où les fiches collectives impliquaient un surcoût par rapport aux aides. Et dans ce cas-ci, on a intégré ces modifications dans le scénario bas carbone. Après cette précision méthodologique et donc ces rappels des premiers résultats, je vous pose un petit point rapide pour vous présenter un peu les visuels que vous allez voir lors du webinaire. Donc on a prévu un graphique synthétique qui présente les variations entre les différents scénarios et même avant rénovation. Donc ce graphique est composé de 3 histogrammes. Donc un premier histogramme avant la rénovation, donc, qui présente le budget carbone du projet avant la rénovation, donc avec l'énergie, vous l'avez vu en dessous. Ensuite, on a associé à ce premier histogramme un deuxième histogramme
un deuxième histogramme, merci, avec le scénario de base. Donc ça, c'est les premiers travaux que vous avez présentés lors du webinaire précédent, où vous voyez ajouter maintenant à cet histogramme donc le budget matière, qualité d'usage et le budget matière énergétique. Je n'ai pas précisé d'ailleurs que sur le premier histogramme, donc avant rénovation, on a associé également une petite barre que vous voyez en marron qui correspond au renouvellement de la matière. Donc c'est en fait une partie du budget qu'on n'a pas pu évaluer précisément, mais donc qui a gardé en tête, il y a également un budget renouvellement de matière qui n'est pas intégré sur les, qui est existant, mais qu'on n'a pas pu évaluer quantitativement dans ces travaux. Donc ensuite le scénario de base et après les résultats d'aujourd'hui, donc le scénario bas carbone, donc un nouveau budget, à nouveau matière, qualité, qualité d'usage, énergétique et l'énergie. On a également associé à ces différents scénarios donc les surcoûts, donc les coûts en euros par mètre carré et les variations entre le scénario de base et le scénario bas carbone et la synthèse en CO2 et en euros. Donc nous allons passer à la présentation des projets et donc nous allons commencer par le premier projet de logement avec l'équipe, donc la maîtrise d'ouvrage qui nous a proposé ce projet est Séquence et le bureau d'études qui a géré les équipes. On n'affiche qu'un nom, mais derrière Alterea, où il y a eu de nombreuses personnes qui ont travaillé, et Alterea a organisé tous ces travaux, qui, je le rappelle, ont duré presque 1 an et demi. Messieurs, je vous laisse la parole et je passe à la slide d'après. Merci Guillaume pour cette introduction. Donc en effet, le cas sur des logements. Ouais, merci. Donc pour rappel, on avait présenté le cas d'étude sur le premier webinaire. Donc on est sur du logement collectif, un ensemble de 400 logements, une rénovation énergétique globale sur certains bâtiments et quelques déconstructions. Le périmètre d'étude qui a été retenu, c'est une tour, celle qui est identifiée. Les résultats sont par la suite extrapolés sur les autres bâtiments. Donc on l'a dit, la maîtrise d'ouvrage, c'est Séquence, une maîtrise d'ouvrage qui a des ambitions énergétiques et environnementales qui sont fortes et avec qui on a pu travailler donc sur le scénario décarboné, sur ce scénario 1 qui va vous être présenté. Quelques éléments techniques sur la slide précédente par rapport à l'enveloppe. Donc en état initial, on est sur une isolation qui est faiblement, un bâtiment qui est faiblement isolé. Donc il y a une rénovation de l'enveloppe du bâtiment qui est réalisée. Sur le chauffage, on était sur des chaudières gaz à condensation et dans le scénario de base qui est présenté, on est toujours sur des chaudières gaz à condensation. À moyen terme, on a un raccordement au réseau de chaleur urbain qui avait été évalué sur le scénario 0. Mais ici, il est important de préciser que notre scénario de base, c'est bien avec les chaudières gaz à condensation. Et c'est ce qui est important dans la suite. Vous avez d'autres caractéristiques sur les systèmes qui sont affichés ici, mais qui ont finalement peu d'impact sur la suite. Donc, dans le cadre de ce scénario 1, on a donc différentes variantes qui ont été étudiées. Des variantes qui ont été retenues pour notre scénario bas carbone qui sont sur le haut de cette slide et donc qui ont été intégrées, mais toutes les variantes étudiées n'intègrent pas ce scénario. Et je vais laisser la main à Thibaut qui va expliquer plus en détail l'étude qui a été faite et les résultats associés. Oui, donc comme vient de le rappeler Quentin, la précédente étape c'était le scénario de base et cette fois-ci il s'agissait d'explorer les différentes variantes qui nous permettent d'atteindre le plus bas niveau carbone sans limite de coût. Et pour cela, nous avons retenu les pompes à chaleur au lieu des 3 chaudières sur notre projet de base. Et ces pompes à chaleur sont aujourd'hui tout de même moins carbonées que le RCU qui est en cours de déploiement dans la zone. Donc, parmi les arbitrages, c'est cette solution qu'on a retenue pour l'énergie. En second, pour diminuer fortement l'impact carbone, on a travaillé sur évidemment la décarbonation des matériaux de rénovation. Donc, on a remplacé l'isolation extérieure qui était en polystyrène expansé par de la laine de verre et de la laine de roche. Et surtout, on a remplacé l'ensemble des menuiseries qui sont prévues dans le projet de base en PVC par des menuiseries bois. Cette partie biosourcée, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu pousser
jusqu'à avoir des isolants biosourcés en extérieur sur toute la façade du fait de limites réglementaires. En fait, ces isolants ne sont aujourd'hui pas compatibles avec un IMH pour des questions de sécurité incendie. Et enfin, la troisième solution que l'on a retenue pour décarboner notre projet, c'est le réemploi des matériaux issus de plateformes locales. Nous avions également exploré le fait de ne réemployer que les matériaux issus de la déconstruction-démolition des immeubles qui font partie du même ensemble, mais on a dû se rendre à l'évidence que les quantités étaient trop peu nombreuses. Et il y a une dernière variante que nous n'avons pas pu explorer, qui est celle de la rénovation avec des éléments préfabriqués, qui selon nous est techniquement tout à fait pertinent, mais qui pourrait difficilement être calculé avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et donc, et donc, sur la droite, sur la slide précédente, apparaissait notre poids carbone obtenu avec le cumul de ces différentes variantes. Et sur la slide suivante, on voit ce que cela donne. Donc, avec notre projet sur la gauche avant rénovation, au milieu, notre scénario tel qu'il est prévu, enfin notre bâtiment tel qu'il va être rénové aujourd'hui. Donc, on voit qu'on réalise déjà une diminution de l'impact carbone de moins 28%. Et sur notre scénario optimisé, on fait moins 77% si on se concentre sur la rénovation énergétique strictement. Cela, il faut ajouter la matière nécessaire à la qualité d'usage, donc rendre l'espace de nouveau agréable, pratique et facile à utiliser. Donc, c'est cette partie qui était en jaune qui vous a été présentée précédemment. Et donc, quand on fait le cumul de la totalité de ces indicateurs, on obtient une diminution de 67% des émissions de carbone entre notre scénario de base et notre scénario optimisé, pour un coût supplémentaire qui n'est que de 6 € du mètre carré. Que de 6%, pardon, du mètre carré, pas 6 €. Maintenant, je vais regarder la slide suivante, s'il vous plaît. Concernant, si on fait un focus donc sur l'énergie, sur le graphe du haut, vous pouvez voir donc, là, à nouveau, notre projet avant rénovation, notre projet de base et notre scénario bas carbone. Donc la première chose, ce sont les consos. On remarque bien que notre rénovation thermique diminue effectivement les consommations. Elles restent identiques dans notre scénario, elles sont très proches, pardon, dans notre scénario bas carbone, mais comme on le voit sur le graphe juste en dessous, on arrive très fortement à réduire les émissions carbone de l'ordre de 87% en passant à des pompes à chaleur. D'où l'importance d'isoler en priorité fortement pour ensuite décarboner le vecteur énergétique. Et donc la slide suivante nous montre le temps de retour carbone. Donc l'équation qui vous a été expliquée par Paco, à savoir le temps que l'on met à compenser les émissions carbone que l'on a réalisées pour rénover notre projet par la diminution des consommations d'énergie. Donc notre scénario de base était plutôt correct avec 11 ans et on arrive à le faire descendre à 4 ans avec le changement du vecteur énergétique et l'amélioration de la décarbonation des matériaux également. Slide suivante, s'il vous plaît. Hop. Et donc, si on regarde de plus près les matériaux, déjà sur notre scénario de base, on était à par exemple 300 kg et on passe aux alentours de 250. Et ça, principalement grâce aux façades. Dans le lot façade qui est entouré ici en jaune, on passe de 108 à 67. C'est ce que je vous expliquais plus tôt, le passage du polystyrène à des isolants en laine de verre ou laine de roche, à défaut de pouvoir mettre du biosourcé ici, et le passage surtout à des menuiseries bois. Les autres valeurs en bleu qui
qui font l'objet d'une légère décarbonation, ce sont les produits issus du réemploi, donc à savoir les équipements sanitaires, baignoires, WC, lavabo, et également les revêtements de sol. Le gain est faible, mais il existe. Et ce qui peut un peu surprendre, c'est l'augmentation de nos impacts sur le lot CVC. On passe de 37 à 40. Et là, c'est tout simplement le fait que l'installation d'une pompe à chaleur, enfin deux pompes à chaleur, serait plus carbonée que le remplacement des chaudières gaz existantes, identiques. Donc, cette fameuse équation coût-carbone, là, sur votre gauche, vous avez la première colonne, c'est le poids de carbone de notre projet de base. La troisième colonne, c'est le poids carbone de notre projet amélioré. Et les deux autres colonnes, ce sont le prix. Donc, c'est sensiblement les mêmes proportions, mais la somme n'est pas du tout la même. On a bien nos 16% de diminution du poids carbone. Et si on se concentre sur les façades, on observe que c'est l'endroit où, en mettant plus d'argent, on arrive à décarboner fortement. Et sur les systèmes CVC, on a là aussi le coût qui, en pourcentage, augmente un peu, et le poids carbone cette fois-ci aussi, mais cela nous permet de faire d'énormes gains sur les émissions générées par les consommations énergétiques une fois en exploitation. Et je vais laisser la main à mon collègue pour la partie sur le confort d'été. On a en effet abordé le sujet du confort d'été pour le neuf, donc c'est déjà intégré. La réflexion, on peut la porter également sur la rénovation, donc faire des rénovations qui soient performantes énergétiquement et environnementalement, oui, mais le confort d'été doit également être traité. Donc, un des axes de décarboner les bâtiments en rénovation, c'est en effet de sortir, en tout cas de ne plus utiliser la climatisation. Nous, dans le cas de logement collectif, on n'est pas climatisé, mais on a quand même fait l'exercice sur donc ce confort d'été. La vision qu'on peut avoir chez Alteria est certainement partagée par beaucoup d'autres bureaux d'études, c'est que le confort d'été doit respecter 4 piliers qui sont affichés ici: la limitation des apports solaires, la limitation des apports internes, et les points 3 et 4, renouveler l'air dans les espaces en période nocturne, en période fraîche, avec un maximum d'inertie dans les espaces. Ça, c'est les 4 piliers. En logement, il faut les traiter. Dans le cas de base, c'était déjà le cas donc, pour notre opération. Et on peut aller plus loin avec des solutions qui sont à faible consommation énergétique. Et on voulait mettre l'accent sur la solution des brasseurs d'air qui nous semble être une solution intéressante et certainement à généraliser quand le confort d'été risque de ne pas être assuré. Donc avec l'installation de brasseurs d'air, des plafonniers dans les pièces à vivre et dans les chambres. Si on regarde l'équation coût carbone et confort, ça nous semble être intéressant parce qu'il est généralement admis que dans certaines conditions hygrométriques, ou en tout cas les conditions hygrométriques qu'on peut retrouver en Île-de-France, les brasseurs d'air permettent d'abaisser la température ressentie de l'ordre de 3 degrés. L'aspect financier, on estime entre 200 et 300 € le coût d'installation des brasseurs d'air, et le poids carbone. Donc on a fait l'exercice d'évaluer le poids carbone de l'installation de ces brasseurs d'air sur la base de notre rénovation bas carbone, et ça représente moins de 4% de l'investissement carbone. Donc, ça nous semble être une solution à généraliser, comme ça peut être le cas sur le neuf, où la RE 2020 fait une belle place à l'intégration des brasseurs d'air dans les opérations de logement collectif. Si on conclut notre travail, on l'a déjà dit, la première étape, c'est de rénover l'enveloppe du bâtiment. C'est vraiment la première action à réaliser avant de travailler sur la décarbonation du vecteur énergétique. L'objectif de ce scénario 1 bas carbone, c'était d'évaluer la possibilité d'utiliser des matériaux bas carbone, biosourcés, avec les contraintes qui étaient propres à notre projet. Et on a vu qu'on arrive à décarboner modestement le poids carbone de la rénovation.
donc par le choix des matériaux et également par le réemploi, donc avec certaines difficultés qu'il faut avoir en tête et qui seront certainement des difficultés de moins en moins fortes. Si on intègre la réflexion associée au coût, à ces 4 leviers qu'on met en évidence ici, le premier, il est déjà partagé par beaucoup, c'est d'être peut-être plus ambitieux que la réglementation en vigueur et de ne pas tuer les gisements d'économie d'énergie dans le cadre de la rénovation de l'enveloppe. Quand on parle de système énergétique, naturellement, il faut aborder le sujet selon un angle en coût global plutôt qu'en investissement. Sur le surcoût associé aux matériaux bas carbone, en effet, les matériaux bas carbone coûtent plus cher, mais on peut rendre ce surcoût accessible finalement avec l'obtention de subventions, ou on peut l'espérer, en tout cas, il y a un certain nombre d'acteurs qui poussent en une TVA réduite sur les matériaux bas carbone. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, ce serait une bonne manière de booster l'usage de matériaux bas carbone. Et aujourd'hui, le sujet du réemploi ne génère pas d'économie de coûts, mais très, très probablement par rapport à la maturité de la filière. Et on espère bien que le réemploi sera davantage massifié et qu'on pourra davantage faire appel à cette économie circulaire. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous écouter parler de ce très beau projet. Avant d'attaquer le projet suivant, je vais faire une petite incise. Alors déjà, pour répondre à une remarque sur les coûts d'entretien, effectivement, c'est une des limites de nos études. On n'a pas étudié les coûts d'entretien. Ça pourrait être un des sujets qu'on pourrait traiter dans le futur au sein du Hub. Et je voulais revenir pour être sûr que tout le monde comprenne bien ces sujets de matière et de double budget matière. Quand on fait une ACV, on a tous l'habitude, on a un impact énergétique et on a un impact matière. Et l'un allant possiblement avec l'autre. Alors dans le neuf, c'est simple, hein, on sépare les deux, on regarde notre bilan énergétique et on regarde notre bilan de matière. On a lycée construction et lycée énergie. Dans la rénovation, c'est un peu plus subtil, c'est que quand on veut calculer un temps de retour carbone, le temps de retour carbone suppose des réductions de consommation d'énergie. Et typiquement, si je pose une moquette, par exemple, ça n'a aucun impact sur les consommations d'énergie. Si je change une peinture, ça n'a aucun impact. Le cloisonnement peut avoir un impact, mais assez limité finalement sur les consommations d'énergie. On peut dire sans faire trop d'erreurs que ça n'a pas d'impact. Donc tous ces matériaux que je mets là n'ont pas d'impact sur les consommations d'énergie. Donc on trouve intellectuellement idiot de faire un temps de retour carbone là-dessus. Et on trouve aussi que dans la logique même d'un projet d'architecture, on sent bien qu'il y a deux logiques. Et c'est ce qu'on voit au quotidien, et c'est ce que le Alterea fait au quotidien, c'est que finalement, ça a été raconté, on utilise des matériaux pour réduire les consommations d'énergie. Donc, vous avez parlé d'isolation, biosourcée, pas biosourcée. On pourrait parler de double vitrage, de triple vitrage, de protection solaire, etc. Tout ça, c'est un impact direct sur l'énergie. Et il y a tous les autres matériaux que je citais qui n'ont pas d'impact sur l'énergie. Et ce qu'on a fait, c'est que le budget matériaux, on l'a juste divisé en deux. Les matériaux qui ont un impact sur l'énergie et les matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'énergie. Et c'est ça qu'on veut montrer à travers ces deux couleurs. La matière budget qualité d'usage qui n'a pas d'impact sur l'énergie et c'est la qualité d'usage. Voilà, je fais un renouvellement pour plein de raisons, des très bonnes raisons parce que les matériaux sont abîmés, des raisons d'usage, de tendance, de tout ce que vous voulez. On a ce budget-là et on a le budget de matière dit budget énergétique. Et quand on fait des TRC, on fait uniquement sur la partie budget énergétique, on regarde les gains qu'on a en mettant de l'isolation. Donc c'est ça, cette séparation du budget carbone. C'est dans le neuf, vous auriez deux chiffres, uniquement le vert et la somme du jaune et du orange. Ici, on a trois chiffres. Le vert qui est l'énergie, on a divisé la matière en deux. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et donc, on va attaquer le deuxième projet, donc qui est une résidence service senior portée par la Poste Immobilier et avec une belle équipe derrière de Vurpas Architectes et EODD qui vont nous présenter le projet. Et je vous laisse la parole et pas tout à fait la main, c'est moi qui vais cliquer. À vous la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
On va donc vous présenter notre travail sur la résidence service senior qui est donc à Saint-Étienne. N'ayant plus l'utilité de ce bâtiment historique du centre-ville de Saint-Étienne, qui était autrefois utilisé par la Poste pour des bureaux, et ce bâtiment abritait aussi un centre de tri. Postimo, donc le service immobilier de la Poste, a choisi de le transformer en résidence service senior, c'est-à-dire en appartement pour personnes âgées avec des services communs en rez-de-chaussée, donc une salle de restaurant, une bibliothèque, des salons d'animation, ce genre d'activités. Et donc, sur ce bâtiment, on passe d'une typologie tertiaire de bureaux à une typologie de logement. Et donc, ça engendre forcément des contraintes un peu spécifiques liées à ce changement d'usage. Et l'autre spécificité de ce projet-là, c'est la protection patrimoniale du bâtiment. Il a été construit en 1927 et il a été classé, alors pas ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, mais en tant que bâtiment remarquable de la ville de Saint-Étienne. Sur la diapo suivante, donc aujourd'hui, on est actuellement en phase chantier. Il y a une petite partie des bureaux de la Poste qui a été conservée, comme le guichet de la Poste qui se trouve, qui occupe partiellement le rez-de-chaussée. Et il y a 2 extensions qui complètent le bâti existant sur l'aile sud, avec la création d'un entresol entre le rez-de-chaussée et le R+1, et puis l'aménagement de la toiture sur une des ailes du bâtiment. Les façades ont été pour la plupart conservées, seulement certaines parties des façades sur cour intérieure ont été remodelées en rez-de-chaussée pour mieux accéder aux cours intérieures et au jardin. Et puis les menuiseries les moins performantes ont été remplacées, mais pas toutes, et quelques châssis de toiture ont été ajoutés. Donc l'ensemble du bâtiment a été isolé en doublage par l'intérieur. Le cloisonnement et les revêtements intérieurs ont été changés, de même que la majorité des systèmes techniques. Donc on passe en ventilo-convecteur ou chauffage au sol et quelques radiateurs selon les espaces, notamment si c'est du logement ou si c'est les espaces communs. En conservant la production de chaleur initiale par le réseau de chaleur urbain. On ajoute une production de froid, un système de ventilation, donc on est en simple flux pour les logements et en double flux pour les espaces communs. Et puis en option, il était prévu la mise en œuvre d'une installation photovoltaïque qui n'a pas été retenue finalement. Le projet aujourd'hui, donc il est en phase chantier, en phase conception, il a obtenu la certification Effinergie Patrimoine, qui était une certification expérimentale sur 2 ans. Et donc voilà, on attend la fin de la phase chantier pour l'évaluation en phase chantier. Je vais laisser la parole à Yannick pour expliquer un petit peu les variantes qu'on a retenues ou pas pour le scénario bas carbone. Merci Charline. Donc dans cette phase d'expérimentation, on a réalisé plusieurs variantes pour créer le scénario bas carbone. Dans ce scénario, on a d'abord fait le choix de réaliser un projet bis en utilisant le levier méthodologique, c'est-à-dire en remplaçant les fiches par défaut pénalisantes par des FDES ayant des caractéristiques équivalentes. Ces produits n'avaient pas été sélectionnés initialement, souvent pour des questions de budget, et cette variante permet un gros gain carbone. À la suite de ça, on a exploré plusieurs pistes liées au low CVC, qui est notre plus gros poste d'émission carbone, avec les variantes A1, A2 et adiabatique et A3. La solution A1 qui aurait permis un gros gain carbone avec la suppression du groupe froid et donc du froid actif dans l'ensemble des locaux n'a pas été sélectionnée parce qu'elle ne correspondait pas forcément au programme. Donc, pour rester cohérent avec l'objectif programmatique, donc d'avoir du froid dans les logements, on a choisi la variante A3 qui était plus performante que la A2, qui correspond au choix de plancher chauffant et rafraîchissant et d'une ventilation simple flux, ce qui a permis du coup de réduire l'inertie de réseau et qui était un axe majeur de réduction de carbone dans notre projet. La solution adiabatique n'a pas été retenue, mais elle sera présentée un peu plus en détail dans la présentation après. On a pris en compte les variantes intégrant du biosocial avec la mise en œuvre d'une structure bois et plancher sur une partie du bâtiment avec de l'isolation biosourcée en cloison intérieure
Et on a également pris en compte le réemploi sur des éléments de seconde œuvre, tout en restant cohérent avec le diagnostic PEMD. On a également étudié d'autres solutions biosourcées, comme le doublage biosourcé, mais ça a généré de nouvelles contraintes, la gestion des risques incendies, la performance acoustique ou le problème de compatibilité technique, ce qui a eu pour effet de fortement limiter le gain carbone parce que ça a rajouté beaucoup de matériaux et ça a également fait gonfler le coût économique de la variante, donc on l'a pas sélectionné. Voilà. Charny, je te laisse. Ouais, le temps que je retrouve le micro et tout. Merci. Donc ce graphique, il compare les émissions carbone totales des projets participant à l'expérimentation. Et en fait, dans le cas de la résidence senior, on se rend compte que le changement d'usage et la contrainte patrimoniale rendent difficile la comparaison avec les autres projets. Ça nous amène à penser en fait que si ce projet était soumis à un seuil carbone en rénovation aujourd'hui, comme les autres bâtiments de l'atelier, on aurait plus de mal à respecter ces mêmes seuils que les autres projets. Alors pour 3 raisons principales qui sont vraiment liées au projet lui-même. C'est d'une part le changement d'usage entre bureaux et logements, qui implique beaucoup de restructurations intérieures qui ont de grosses conséquences en carbone et en économie. Et donc ce changement d'usage, c'est pour aller vers des logements pour seniors. Et du coup, les aménagements possibles à l'intérieur de ce bâtiment sont assez particuliers. Notamment, on a des grandes hauteurs sous plafond dans ce bâtiment. Et c'est difficilement envisageable de proposer des mezzanines dans un bâtiment qui est censé accueillir des personnes âgées. Donc, on n'a pas pu profiter au maximum du volume bâti. Donc c'est un des gros points qu'on a mis en valeur au travers de cet atelier. Et du coup, on récolte un petit peu tous les inconvénients, c'est-à-dire qu'on doit cloisonner toute hauteur, donc avec utilisation de pas mal de matières, un traitement climatique de grand volume. Donc voilà, on a eu des impacts de ce type-là, et on a aussi donc le caractère patrimonial qui restreint pas mal les interventions possibles sur les façades du bâtiment, notamment la grande taille des surfaces vitrées. Merci. Donc voilà l'impact carbone obtenu, donc calculé avant rénovation, après rénovation tel que le projet est en cours de réalisation, et puis avec le scénario fictif bas carbone testé dans le cadre de ces ateliers-là. On constate qu'en dehors des émissions carbone liées à la qualité d'usage, donc le jaune, c'est essentiellement, ce jaune est essentiellement lié au changement d'usage et au caractère patrimonial. L'opération a permis de diminuer de 24% les émissions par rapport à l'état existant. Donc c'est la partie vert plus rouge qu'on voit entre les 2 premiers histogrammes. Cette réduction carbone, elle est en grande partie liée à l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment et des systèmes techniques, qui permet de facto une importante réduction des émissions carbone de la partie énergie. À noter que dans le cadre du projet, le bâtiment il est alimenté par un réseau de chaleur, par le réseau de chaleur de la ville de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, il présente une émission carbone qui est quand même supérieure à d'autres vecteurs qu'on aurait pu utiliser, comme par exemple l'électricité. Donc à partir de ce constat, on a essayé de compiler des éléments pour réduire la facture carbone du bâtiment. Donc ça se traduit par une réduction de 8% du poids carbone du projet sur les éléments de seconde œuvre et 7% principalement sur les équipements techniques. On a également une augmentation de plus de 18% pardon, du budget. Donc bien que le scénario ne dispose pas de contraintes budgétaires, on se heurte vite aux contraintes principalement programmatiques et techniques dans notre cas, avec notamment le froid actif qui est impérativement demandé par le futur occupant et l'aspect patrimonial du bâtiment. Et donc les améliorations qu'on propose dans le scénario bas carbone, elles restent assez peu impactantes du point de vue carbone, mais par contre elles restent très coûteuses économiquement parlant. Dans le projet de base, si on peut rester juste sur la diapo précédente, s'il te plaît,
Merci. Dans le projet de base, les solutions qui ont été proposées en phase de conception, elles ont été poussées justement pour réduire au mieux le poids carbone du projet, tout en tentant de rester cohérent avec l'enveloppe budgétaire et puis avec les différentes exigences programmatiques. Et voilà, dans le scénario à budget illimité, on se rend compte que la recherche de solutions de réduction bas carbone est d'autant plus onéreuse que les solutions ont déjà été explorées et utilisées. Donc sur ce diapo, donc on voit plusieurs graphiques. Ces graphiques représentent les répartitions de poids carbone des matériaux et équipements entre le scénario de base et le scénario bas carbone. Donc le scénario de base qui est à 936 kg de CO2 par mètre carré et le scénario bas carbone qui est à 791. On voit qu'au final, la répartition entre les deux scénarios base et bas carbone est relativement inchangée, avec une grosse prépondérance du lot CVC. Dans les scénarios bas carbone, les efforts se sont surtout axés sur l'optimisation et du coup la réduction du poids carbone lié au lot technique et du coup aussi à la qualité d'usage correspond donc au changement d'usage. Donc, on a une diminution de 37% environ pour le lot CVC et de 23% pour tout ce qui est revêtement intérieur et cloisonnement. Et au final, le poids des lots techniques représente au moins la moitié, enfin plus de la moitié de l'ACV. Si on compare le poids carbone des produits de construction et l'investissement économique, on voit que le changement d'usage représente une part considérable du budget alloué au projet. Près de 50% du poids économique des matériaux est lié au cloisonnement et revêtement intérieur, alors que ça ne représente que 21% du poids carbone de l'ACV. À contrario, les équipements techniques et surtout le lot CVC, qui est le principal levier de diminution carbone tant d'un point de vue matériaux qu'énergie, ne pèse que 11% du budget alloué aux matériaux, alors que c'est le poste le prioritaire d'un point de vue carbone, avec quasiment un tiers de l'ACV. Mais il faut remettre au final ce constat en perspective, vu qu'on est dans une opération de réhabilitation avec un changement d'usage. Donc, on passe d'un usage bureau à logement, ce qui implique forcément d'avoir beaucoup plus de cloisonnement, beaucoup plus de revêtement intérieur. Donc, nécessairement, le poids lié, enfin, l'investissement lié au changement d'usage est important. Au niveau des consommations énergétiques, donc sur le premier graphique, on voit que la réhabilitation représentée par le scénario bas carbone a permis de fortement diminuer les consommations d'énergie et en particulier le vecteur lié au chauffage, donc le vecteur énergétique lié au réseau de chaleur qui est le plus carboné. Et tout ça, c'est grâce du coup à l'amélioration de l'enveloppe et, enfin, grosso modo, à la rénovation du bâtiment, puisqu'on améliore l'enveloppe et les systèmes techniques. Mais parallèlement, on a de nouveaux postes qui sont apparus, qui sont liés justement au programme, comme le rafraîchissement actif, mais aussi des augmentations de postes comme celui de la ventilation. Les optimisations apportées dans le scénario bas carbone ont un impact relativement limité, avec une réduction de 2% sur les consos d'énergie. Cette diminution est surtout visible sur les postes de ventilation et de froid. Si on se focalise sur les émissions carbone liées à l'énergie, on voit que la diminution du recours au réseau de chaleur est fortement bénéfique, puisque du coup, on réduit de 63% les émissions carbone entre avant et après rénovation, et que même avec l'ajout de froid actif, ça a un effet que marginal, puisque du coup, ça ne change quasiment pas on est très très bas d'un point de vue émissions carbone. Si tu peux revenir. Voilà. Et dans le scénario bas carbone, la différence, c'est comme du coup, on a une légère augmentation des émissions liées au chauffage, enfin de la consommation liée au chauffage, donc du coup, on a une légère augmentation des émissions carbone du chauffage et du global. En termes de temps de retour carbone, ça représente un gain sur le temps de retour carbone de 5 ans. Donc, on se rapproche des 20 ans de temps de retour carbone.
sachant qu'il y a un levier important sur lequel on n'a pas joué et qu'on vous a exprimé juste avant, c'est que le vecteur énergétique n'a pas changé. Donc, les économies de carbone qui ont été faites sur le post-chauffage, notamment, le sont uniquement par des choix de sobriété, mais pas par un changement de vecteur énergétique. Et on a vu, notamment dans l'exemple précédent de séquence, que le vecteur énergétique, c'est sans doute le plus gros levier de changement du bilan carbone. Il nous semblait quand même intéressant de maintenir un raccordement au réseau de chaleur qui a un certain sens aussi dans l'objectif d'un verdissement général des réseaux de chaleur en France, souhaité notamment par la RE 2020. En parallèle, on avait étudié une solution sur le confort d'été alternative à ce qui nous était demandé programmatiquement, c'est-à-dire la climatisation systématique de tous les espaces, en ayant une approche qui consistait à climatiser uniquement des espaces refuges, des espaces communs, et en ayant recours à un rafraîchissement adiabatique plus brasseur d'air dans les logements. Vous voyez à droite qu'il y a un impact direct forcément sur le bilan carbone du lot CVC, avec des postes qui sont en diminution, mais d'autres postes qui sont en augmentation. On diminue forcément l'impact des fluides frigorigènes puisqu'on met moins en place de pompes à chaleur. On diminue les équipements de production puisqu'ils sont moins dimensionnés. Par contre, comme on était sur une solution en ventilo-convecteur, il a fallu qu'on remette en place un réseau de radiateurs pour assurer le chauffage. Et donc, on a augmenté les systèmes d'émission et les réseaux et conduits sur l'ensemble de l'opération. Ce qui fait qu'au final, on avait un gain carbone, mais ce gain carbone était peu concluant, 1,3% sur l'impact carbone lié à la construction. Alors, cette conclusion, elle n'est pas définitive et on vous encourage vraiment à la poser sur chacune des opérations. Elle n'était pas intéressante dans le cadre de notre programme et suivant l'aspect uniquement carbone, mais c'est sûr que c'est des solutions qui peuvent être beaucoup plus intéressantes dans d'autres cas. En résumé, la difficulté carbone à laquelle on s'est confronté sur ce projet, vous l'avez compris, c'est le changement d'usage et le caractère patrimonial du bâtiment. C'est également les lots techniques CVC sur lequel on a vu ça représente plus de 50% de notre bilan carbone de rénovation et pour autant on ne dispose pas toujours de suffisamment d'informations pour bien caractériser ce bilan carbone avec un recours un peu trop important aux fiches environnementales par défaut. Et finalement, le budget illimité ne nous a pas permis de réellement faire chuter le bilan carbone, sachant que les principaux leviers qu'on a activés, finalement, c'est l'eau technique CVC, sur lequel on a réussi à baisser le bilan carbone, et puis les matériaux de seconde œuvre, donc les matériaux qui sont liés au changement d'usage, avec notamment un levier réemploi qui a représenté une part importante de l'amélioration de ce bilan carbone. Alors un grand merci à vous. Là, c'est mon côté architecte. Je trouve ce projet absolument passionnant, même si effectivement il semble avoir des chiffres élevés, mais on comprend bien que le patrimoine est un enjeu un peu plus global que simplement le chiffre du carbone. Donc grand merci à Vurpass, à EODD, à la Poste Immo évidemment, et j'ai cru voir dans les présents Véronique Batty que je salue beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. On va faire un petit interlude, comme dans tout bon programme télé, petit interlude que Christophe va nous présenter avec joie et bonne humeur. Tout à fait. Lourd des matages de vous proposer un petit interlude dans un monde de brut, de chiffres, d'euros et de carbone. Je vais vous parler d'euros et de carbone. Et on va parler un tout petit peu d'une étude qui a été menée l'année dernière par l'IFEB pour tenter de répondre à une question. Finalement, est-ce que le réemploi, ça coûte plus cher ou moins cher? Et donc, on s'est associé à un certain nombre d'acteurs pour essayer de répondre à cette question cornélienne. J'ai 2 minutes pour vous partager les enseignements de cette étude, que vous pourrez évidemment redécouvrir à l'issue du webinaire. Alors d'abord, c'est une étude un peu inédite qu'on a menée, puisqu'on s'est associé à Cycler, qui nous a aidé en fait dans l'élaboration du chiffrage du coût de revient pour un maître d'ouvrage, type promoteur ou équivalent,
lorsqu'on fait du réemploi. A4MT qui anime le booster du réemploi et qui avait un certain nombre de retours d'expérience terrain d'opérations de réemploi qui ont été mises en œuvre avec des difficultés opérationnelles, assurantielles. Et Alliance Économie, économiste de la construction, qui nous a aidé à évaluer les coûts de revient quand on est plutôt sur des matériaux neufs, pour comparer du neuf versus du réemploi. Cette étude, on l'a menée sur 21 flux de matériaux que j'ai listés, là, que vous avez sous vos yeux, qui sont issus en fait d'une analyse qui avait été proposée par le CSTB sur l'analyse des flux de matériaux qui se déploient de plus en plus en termes de réemploi. Et en l'occurrence, on a étudié 5 scénarios qu'on a comparés. Pour chacun des scénarios, à chaque fois, on s'est posé la question, si j'étais promoteur, combien ça me coûterait dans la DPGF, quel serait le coût d'achat d'une prestation fournie, posée en euros par unité fonctionnelle des différents flux de matériaux étudiés. Pourquoi 5 scénarios? Parce que le premier scénario, on s'est dit, dans certains cas, on va avoir du remploi en flux direct. Ça veut dire que je m'auto-organise pour récupérer un matériel quelque part, le qualifier et le mettre en œuvre sur un autre chantier. Ça peut être in situ ou ex situ. Deuxième scénario, on appelle ça du flux en direct. Ça veut dire qu'en fait, je vais acheter un matériau réemployé qui a été reconditionné à une plateforme de reconditionnement. Ça ressemble un peu au neuf. Je vais acheter un matériau à quelqu'un qui a reconditionné le matériau. Et nous, on est venu questionner à nouveau combien paierait le promoteur s'il achetait du réemploi en flux direct ou indirect. Et le 9, on a testé 3 scénarios parce qu'on avait une intuition qui s'est avérée exacte, qui était qu'un des enjeux forts sera le niveau de gamme. Est-ce que j'achète un matériau bas de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme? Et évidemment, si on veut comparer des choses comparables, notre intuition a été juste. Il faut évidemment se poser la question du niveau de gamme. Voilà un petit peu pour le périmètre d'études qu'on a mené. Donc, je vais tenter de vous résumer l'enseignement que vous retrouvez ici, qui est graphique. On arrive à la conclusion qu'en moyenne, le réemploi coûte à peu près le même prix que le neuf. En fait, il y a une diversité d'écarts de coûts en fonction des flux. On n'a pas le temps en 2 minutes de rentrer dans l'ensemble du détail, mais si vous le souhaitez, on a rendu disponible l'intégralité des hypothèses de chiffrage. Vous avez même un fichier Excel incroyable avec des centaines de lignes et des centaines de colonnes si vous voulez regarder tout ce qu'on a fait. Mais en tout cas, il faut retenir qu'en moyenne, lorsqu'on fait une dizaine de flux, quinzaine de flux en réemploi, on a un écart très faible de 5% qui, en fait, rembourse à peine les éventuels surcoûts qu'on aurait, par exemple, à des temps d'études complémentaires ou à une mission AMO qu'on pourrait confier à un AMO réemploi pour nous accompagner. Donc voilà, on a conclu finalement, il n'y a pas d'intérêt économique, il n'y a pas d'incitation intrinsèque qui serait de se dire quand je fais du réemploi, je gagne de l'argent, donc j'ai très envie de le faire. Ce n'est pas la partie économique qui va motiver un maître d'ouvrage à faire du réemploi, en tout cas, c'est ce que révèle notre étude. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en ordre de grandeur, on se rend compte qu'il y a un peu une règle des 60% qui émerge. Quand on achète un matériau neuf, en moyenne, encore une fois, tout ça ce sont des ordres de grandeur, à peu près 60% du coût de revient qui est lié à l'achat de matières premières, qui est susceptible d'être volatile, on l'a vu ces dernières années. Et pour le réemploi, c'est quasi l'inverse, c'est-à-dire qu'on a à peu près 60% du coût qui est lié à des opérations de main-d'œuvre, qui peuvent être de la pose, des opérations de qualification ou de colisage, etc., de logistique. Donc ça peut être aussi intéressant de se projeter dans l'avenir et de se dire, quand je fais du réemploi, je n'ai pas forcément une économie intrinsèque sur le coût de mise en œuvre. Par contre, on peut se poser la question de se prémunir d'une volatilité du coût des matières premières. Alors, qu'est-ce qui motive? Pourquoi est-ce qu'on fait du réemploi et qu'est-ce qui motive les maîtres d'ouvrage? Parce que ce qui est ressorti de l'étude, c'est que c'est principalement les émissions de carbone évitées. Donc là, on a travaillé avec le booster du réemploi et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un certain nombre de flux qui étaient mis en œuvre et on a tenté de les catégoriser. Des flux faciles, où on se rend compte qu'il n'y a soit pas de contrainte assurantielle particulière, on a donné quelques exemples, par exemple la vaisselle de sanitaire, soit on a des filières de reconditionnement structuré. Donc finalement, vu de loin, vu de Mars, ça ressemble un peu au neuf. Je passe par une plateforme de reconditionnement qui va me dire, voilà, j'ai reconditionné le matériau, tu peux le mettre en œuvre dans des bonnes conditions. Et là, on se rend compte que quand on active ces flux, on en a listé une bonne dizaine. Encore une fois, vous avez le détail dans l'étude. On peut faire de 20 à 65 kg de CO2 en fonction des applications logement tertiaire. Et après, il y a les flux ambitieux, où là, il va y avoir systématiquement le questionnement de la démarche de qualification. On va réaliser des tests sur des lots qu'on appelle homogènes, c'est-à-dire qu'on va se demander comment je teste tous les matériaux, comment je vérifie comment je démontre en fait leur niveau de performance pour qu'ils aient une assurabilité qui soit évidemment mise en œuvre, puisque je rappelle que tout le monde doit être assuré en France sur l'ensemble de la chaîne de valeur quand on fait quelque chose. Et là, on peut atteindre des économies de carbone de 45 à 100 kg de CO2 en fonction du logement ou tertiaire. Donc, on voit que ce n'est pas du tout négligeable, c'est assez significatif. Le sujet cornélien va être la montée en puissance, la montée en compétences collectives de l'ensemble de la chaîne de valeur. En tout cas, voilà. Donc, on parle d'équation coût carbone, on se rend compte que le réemploi
Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt économique avéré, même si on peut se poser la question de la corrélation et de la résilience face à des fluctuations de coûts de matières premières. Par contre, des gains carbone qui peuvent être assez significatifs si collectivement on s'entraîne et qu'on réussit de plus en plus à activer des flux d'emploi, voire à les systématiser. Voilà pour ce petit interlude. Et sans transition, je redonne la main à Guillaume. Bon, merci beaucoup Christophe. Et donc on enchaîne, on est bien dans le rythme avec le très beau projet de bureau porté par BNP Paribas Immobilier et Géon. Je vous laisse la parole si vous êtes. Bonjour Guillaume, tu m'entends? Oui, très bien. Bon, BNP et Paribas s'excusent, ils ne peuvent pas se connecter, donc à moi revient la lourde tâche de présenter le projet, si tu me l'autorises. Pas de problème. Seul, du coup. Donc le travail qui est du hub qui est apporté sur le bâtiment Levallois-Pompidou, donc que je vais appeler l'EFPOM dans la suite, en raccourci. Donc le promoteur, c'est BNP Paribas Immobilier, et donc c'est un bâtiment de bureau basé à Levallois. C'est une grosse réhabilitation, un bâtiment des années 90 en mur rideau alu, qui voilà, ne comptait plus les critères d'usage actuels. Donc la programmation prévoit donc une réhabilitation avec un usage bureau principalement dans les étages et des commerces au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol -1. Donc une grosse réhabilitation. On avait présenté au cours du scénario 0 le périmètre de l'étude dans le cadre des travaux du hub avec, simplement, on s'est concentré sur le périmètre bureau, donc les étages, et voilà, pour simplifier, et donc pas les sous-sols. Le bâtiment consommait beaucoup, il était déjà raccordé au réseau de chaleur, mais il était avec une centrale de traitement d'air simple flux, très peu isolée, avec des menuiseries peu performantes, une perméabilité à l'air perfectible, et des énormes groupes froids parce qu'il y avait des gros besoins de froid dans le bâtiment pour le process, et donc il faisait aussi du confort. Et donc le projet prévoit de passer en réseau urbain de froid qui est disponible dans le quartier. Au niveau des émetteurs, on était en ventilo-convecteur, on va rester en ventilo-convecteur en façade, en caniveau pour gagner en surface. Et donc le projet prévoit surtout donc la mise en place d'une amélioration au niveau de la ventilation et de la perméabilité à l'air et de l'enveloppe, donc avec la mise en place de menuiseries performantes et donc voilà, de l'isolation évidemment en ITE. Alors, donc le scénario de base que nous avions construit et qui a été présenté lors du premier webinaire, donc c'était le projet initial. C'est pas le projet tel qu'il est prévu actuellement, mais donc le bâtiment, le permis a été déposé au cours de l'été l'année dernière. Donc lorsqu'on a fait les travaux, on était vraiment en phase tout début d'APD, avant-projet. Donc on était parti en scénario de base sur un scénario business as usual, avec du mur rideau alu, des stores motorisés, des matériaux standards qu'on trouve dans des bâtiments de bureaux, de la laine de roche en façade, et pas de réemploi. La seule particularité, c'est qu'il y avait quand même une ambition d'être un peu, avec une certification et une ambition environnementale. On avait du bardage bois qui était déjà prévu sur le bâtiment. Donc ça, on l'avait pris en compte dans les trumeaux. Là, c'était la base. On avait un résultat carbone à peu près de 730 kg de CO2 par mètre carré pour les composants, et un peu plus de 100, je crois, pour l'énergie. Bon, on y reviendra. Et donc, les variantes qu'on a étudiées pour optimiser le poids carbone de cette réhabilitation, elles se décomposent en 4. La première, on a essayé de chercher les matériaux les optimums de la base Ignace, sur tous les lots, hors structure. Et au niveau de la façade, donc on a essayé de choisir des composants améliorés, mais tout en restant dans les contraintes et la programmation de base. Donc c'est
voilà, on a été chercher donc des isolants biosourcés, mais pas en isolation par l'extérieur du fait des contraintes feu. Donc seulement dans les parois où on était en isolation par l'intérieur. On est parti sur de la peinture recyclée, des moquettes principalement issues de matériaux recyclés. Et on a aussi supprimé les moteurs de store pour gagner en poids carbone. Et donc, en accord avec la programmation, c'est quelque chose qui a été fait très vite pour optimiser le résultat carbone de ce bâtiment. La deuxième variante, c'est une grosse variante. On a essayé d'aller chercher vraiment à optimiser tout en restant dans les contraintes réglementaires incendie, comme ça a été déjà évoqué par le premier groupe et d'autres, et le deuxième également. Donc on est passé en châssis bois, donc ça sans trop d'efforts. Mais par contre, pour la façade, pour pouvoir intégrer un isolant biosourcé sous un bardage, on a éprouvé quelques difficultés. Et c'est un bâtiment, donc c'est une grosse réhabilitation, et il a la particularité d'avoir beaucoup de démolitions, enfin une démolition d'une grande faille sur le boulevard, avec, pour compenser la perte de surface, des extensions en nez de plancher toute hauteur. Et donc ces extensions, on avait l'ambition de les passer en solution moins carbonée. Et donc on a envisagé une reconstruction en bois, avec les contraintes feu qui s'ajoutent et les impacts qui en découlent. Et enfin, on a aussi des démolitions de planchers à certains endroits pour mettre des doubles hauteurs et des reconstructions. Et donc là, on est parti sur du béton avec un ciment issu des laitiers de Haut-Fourneau en CEM3. Donc ça, c'est une grosse variante qui intègre plusieurs solutions, mais principalement, c'est essayer de mobiliser le bois partout avec la gestion de la contrainte incendie. La troisième variante, donc là, on est sur un bâtiment qui est raccordé au réseau de chaleur urbain à l'état initial et à l'état final, avec une amélioration des consommations. Mais on a quand même essayé de voir s'il était possible de changer de vecteur énergétique, parce que ce réseau de chaleur est assez carboné. En tout cas, on voulait valoriser le résultat. Et il se trouve que en intégrant une pompe à chaleur sur nappe, on arrive à un gain carbone, malgré l'impact carbone de l'équipement et des fluides frigorigènes. Et on a aussi essayé au maximum de contraindre les consommations d'énergie, plus que ce qui était déjà fait initialement par le projet, du fait de la possibilité d'aller plus loin dans le budget. Et donc, on a intégré un puits canadien et quelques autres optimisations énergétiques, de manière à essayer de contraindre au maximum et aller chercher les consommations les plus basses. Alors, il faut savoir que sur cette variante, le raccordement au réseau de chaleur urbain est maintenu en appoint. Et donc, l'étude n'a pas fait une étude en coût global. Et donc, l'impact sur les coûts d'exploitation du maintien d'un réseau de chaleur urbain et d'une connexion, enfin, d'une puissance électrique pour les pompes à chaleur n'a pas été intégré dans l'équation coût carbone. Et enfin, la dernière variante, donc c'est une variante sur le réemploi, c'est les mêmes règles du jeu que les autres groupes, avec les critères de disponibilité des matériaux. Comme l'a évoqué Christophe juste avant, on a essayé de travailler sur les flux qui avaient été présentés. Et donc c'est en partie ceux-là qui ont été étudiés. On avait du gisement in situ dans ce bâtiment pour partie, et on a aussi travaillé sur l'acceptabilité des preneurs pour choisir. Enfin, voilà, on a pu seulement intégrer un étage de moquette et pas tout le bâtiment avec une moquette de réemploi, du fait de l'investissement important pour la réhabilitation. Les investisseurs et les preneurs ont toujours le critère de vouloir du neuf. Donc en termes de bilan, ce scénario, en intégrant les quatre variantes, on obtient un gain carbone de 28%. Donc on passe au global sur 50 ans en intégrant à la fois le carbone en exploitation et le carbone des matériaux. On passe à 686 kg de CO2 par mètre carré. Et
sur ce projet où on était en enveloppe budgétaire au départ pour partir avec un budget de 2700 € du mètre carré. On a une augmentation du coût avec l'intégration des variantes seulement de 6%. Donc, on se rend compte qu'avec l'enveloppe budgétaire prévue au départ, on augmente très peu en intégrant des variantes bas carbone. Sur les consommations énergétiques, donc on a été avec un bâtiment qui consommait beaucoup, surtout du chauffage. Vous voyez en haut à gauche, on a 150 kWh par mètre carré de consommation d'énergie par an. Et donc la rénovation permet de réduire cette consommation de 50% avec un gain en carbone de 73% en contractant au maximum les consommations de chauffage sur l'usage le plus carboné avec le réseau de chaleur urbain. Et le scénario bas carbone avec les variantes étudiées, l'intégration d'une pompe à chaleur sur nappe et la diminution des consommations d'énergie via le puits canadien permet d'obtenir un gain carbone de 42%. Et en termes de temps de retour carbone, on est donc là sur un temps de retour carbone calculé sur les matériaux dédiés à la rénovation uniquement, et donc on est hors matériaux de qualité d'usage. Et donc le temps de retour carbone est de 30 ans. Et le scénario bas carbone arrive à diminuer ce temps de retour carbone de 7 ans, et donc on arrive à 23 ans, à peu près dans la moyenne des autres projets du même type, la résidence senior et l'université. Et donc spécifiquement, en faisant un focus sur les lots, entre l'histogramme de gauche et celui du milieu, on peut voir les impacts entre les différents lots, donc entre le scénario bas carbone et le scénario de base. Donc on a un travail sur la superstructure qu'on peut voir tout en bas. On était à 46 kg de CO2 dans le scénario de base, donc en intégrant des poteaux poutres bois, malgré l'impact de l'intégration des matériaux pour la réglementation incendie, on arrive à un résultat de 14 kg de CO2 par mètre carré. On ne voit pas bien, mais c'est ce chiffre. Et ensuite, sur le cloisonnement, donc il n'y a pas eu beaucoup de travail à part l'intégration de matériaux optimum dans la base, mais qui ne font pas gagner beaucoup. Et sur la façade, c'est un des lots qui a le plus diminué entre les deux. Donc la suppression des moteurs de store a un gros impact, et également l'intégration de menuiserie bois et de murs ossature bois avec l'écran thermique pour répondre aux réglementations incendie. Et enfin, sur le second œuvre, on passe de 84 kg de CO2 à 32. Donc là, c'est l'intégration des peintures recyclées, de la moquette, du réemploi, qui permet de réduire au maximum le poids de ce lot. Et enfin, le lot CVC, donc 197 kg de CO2 en scénario de base, on a un tout petit peu augmenté. Ça, c'est l'intégration de la pompe à chaleur et des fluides frigorigènes qui ont finalement assez peu d'impact sur les composants, mais qui par contre permettent donc de diminuer les consommations de chauffage en réseau de chaleur et donc d'optimiser le carbone en exploitation. Malheureusement, entre les deux scénarios, on peut voir qu'on a très peu touché aux autres lots techniques, notamment la ventilation, le courant fort, le courant faible, les appareils élévateurs. On a très peu de données disponibles, à la fois sur les quantités mises en œuvre dans un projet à cette phase et aussi sur les matériaux disponibles dans la base INES. Donc là, à droite, le dernier histogramme, on peut voir que dans le budget carbone optimisé de ce projet atteint 563 kg pour les composants, avec donc 70% qui sont représentés par les lots techniques une fois qu'on a contraint au maximum le second œuvre et le gros œuvre. Une des variantes qui a été étudiée et qui n'a pas été intégrée dans le scénario 1, c'est une variante sur le confort d'été. C'est un exercice qui avait été fait par le projet en phase
en phase APS, d'analyser, de réfléchir à la possibilité de ne pas climatiser le bâtiment. Donc, il y a une simulation thermique dynamique qui a été réalisée et afin d'étudier le temps d'un confort d'heures d'occupation, enfin de la température résultante pendant un scénario caniculaire. Il se trouve que le résultat de cette simulation donnait que dans les zones les plus défavorables, en étage élevé, le temps d'inconfort était trop important. On avait à peu près plus de 100 heures à plus de 30 degrés. Et donc, c'est enfin, voilà, le fait de ne pas climatiser le bâtiment avait été rapidement exclu. Mais par contre, l'analyse carbone n'avait pas été faite. Donc là, dans le cadre des travaux du hub, on a réfléchi à ce que ça impacterait si on n'avait pas de climatisation dans le bâtiment pour aligner l'impact confort au résultat carbone. Et donc là, en analysant quel impact si on ne climatisait pas le bâtiment, on se rend compte qu'on supprimerait certains équipements dans la phase construction, et aussi on supprimerait des consommations de réseaux de froid, mais réseaux de froid qui est très peu carboné. Et donc au global, la suppression de la climatisation dans le bâtiment permet un gain sur 50 ans de 32 kg de CO2 par mètre carré. Et donc, c'est un gain de 3%. Et avec la problématique du confort qui pourrait être traitée via les protections solaires, une isolation renforcée, une surventilation nocturne, grâce au CTA qui n'avait pas été prise en compte dans la STD initiale réalisée. Et donc, qui pourrait potentiellement permettre d'atteindre le confort, en tout cas dans un scénario standard, mais dans un scénario caniculaire, il faudrait réinterroger les résultats et donc voilà, à mettre en regard une analyse, comme le disait le groupe précédent, voilà, une analyse à mener en fonction de chaque projet et aussi dans une réflexion zone par zone potentiellement. Pourquoi raccorder tout un bâtiment, enfin, voilà, à réfléchir. Et donc, en conclusion, sur le bâtiment de bureau, on a donc, pour obtenir une équation carbone la plus pertinente, on a travaillé sur le choix des données environnementales dès le scénario de base, donc ne pas travailler sur des données par défaut, mais travailler sur des composants classiques du bâtiment. Et ensuite, le deuxième levier, essayer d'interroger les quantités mises en œuvre et le besoin de composants et la possibilité du réemploi des équipements qui sont déjà en place. Et enfin, la réflexion sur les typologies de matériaux mis en œuvre et pourquoi pas donc aller chercher du biosourcé dans tous les isolants, et le choix du vecteur énergétique. Merci beaucoup Ercili de Géon, et aussi un grand merci à BNP. On va enchaîner, on a un peu de retard, j'enchaîne sans transition avec le dernier projet d'université porté par ICAD et Alto, et je passe déjà à la slide d'après si vous êtes prêts. On est prêt, merci Guillaume. Bonjour à tous et à tous, donc nous sommes Amédée et Mathis d'Alto Ingénierie. Nous allons vous présenter la dernière étude de cas qui portait sur l'opération Tolbiac portée par ICAD. Alors Tolbiac, c'est une rénovation lourde d'un bâtiment qui est situé dans le 13e arrondissement de Paris. La petite particularité, c'est qu'on conserve l'usage. On avait un bâtiment qui est universitaire, on va refaire de l'enseignement supérieur dessus. Cette réhabilitation, elle permet de remettre le bâtiment aux normes, d'améliorer la qualité d'usage. Et on va aussi en profiter pour faire une extension qui, pour nous, est complètement hors périmètre. Il n'y a que la rénovation qui nous intéresse. On peut passer à la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Alors, on pourrait se dire que quand on a conservé l'usage, ce sera assez facile de faire cette rénovation, mais en fait, pas du tout. Parce que le bâtiment existant, il n'avait pas beaucoup de systèmes. On était en ventilation naturelle, pas d'eau chaude, pas de refroidissement. On avait une chaudière gaz qui alimentait les radiateurs pour chauffer en hiver. Et en remettant le bâtiment aux normes et en voulant améliorer la qualité d'usage, notamment en climatisant, on va devoir ramener pas mal de techniques dans le bâtiment.
Notamment, comme on a l'enseignement supérieur avec beaucoup de salles de classe qui ont des densités d'occupation très importantes, on va avoir des débits de renouvellement d'air à assurer qui sont pas négligeables et couplés à des hauteurs d'aladal qui sont assez faibles et à un gros manque d'espace pour des locaux techniques, ça fait qu'on n'a pas pu mettre de CTA dans les étages courants. Il n'y a que quelques zones atypiques qui en sont équipées comme le hall des amphithéâtres. Et donc, la ventilation, elle va se faire par les façades via ce qu'on appelle des UTCI, des unités thermodynamiques de confort individuel. Il faut vous imaginer que c'est un petit peu comme un gros ventiloconvecteur qu'on vient mettre dans la lèche de la façade, qui vient insuffler l'air, qui va le prendre à l'extérieur directement et l'insuffler à l'intérieur, tout en le filtrant légèrement et en le chauffant et en le refroidissant, ou en le refroidissant. Autre chose, autre gros changement sur la partie technique, la chaudière gaz a été remplacée par une pompe à chaleur réversible pour faire à la fois du chaud et du froid. Donc, on n'a pas d'ambition carbone particulière sur cette opération. En revanche, on a un label Effinergie qui a été visé et ça se traduit très bien dans la slide suivante. On va comparer l'état avant rénovation et l'état projet. Amédée, je te passe la main. On peut donc petit rappel sur le scénario de base où on peut voir donc de par cette rénovation qu'on est venu quasiment diviser par 10 l'impact carbone lié à l'énergie. La contrepartie, c'est qu'on a dû donc mettre pas mal de matière sur le budget énergétique, donc avec ces UTCI, et c'est ce qui vient totalement rehausser l'impact carbone, c'est ces fameuses UTCI. Mais donc on avait déjà un premier scénario de base qui était très bien optimisé d'un point de vue énergétique. Donc les variantes qu'on a étudiées dans ce scénario 1, la première, c'est qu'on est parti sur une rénovation moins destructive, où on venait casser moins d'éléments structurels et donc on venait recouler donc moins de béton aussi. La deuxième, c'est qu'on a essayé d'étudier sur certains éléments, pas sur l'ensemble des bétons, mais du béton Hoffman et des aciers X-Carb pour les aciers structurels. Ensuite, on est venu remplacer notre escalier métallique par un escalier en bois. On est venu étudier l'impact de plusieurs matériaux réemployés, ce qui se fait à peu près le plus souvent et le plus couramment. Donc moquette, faux plancher et quelques éléments de métallerie. On a essayé après d'optimiser la façade avec un isolant biosourcé et des BSO en façade. On a ensuite remplacé notre fluide, donc on a de la détente directe dans notre amphithéâtre et on est venu remplacer notre fluide qui est bien impactant, le R410A, par un fluide AGWP plus faible, donc le R32. Et enfin la dernière, au lieu d'avoir 2 ascenseurs, on a étudié la possibilité d'en avoir qu'un seul. Et donc on vient supprimer un ascenseur. Ensuite on a pour parler, si on peut revenir à la slide d'avant. Juste pour parler des variantes non retenues, donc c'est des variantes non retenues dans le cadre du S1, mais c'est des variantes qu'on a appelées S1 bis et terre, qui vont du coup plutôt jouer sur le confort d'été. Et donc on a 2 variantes où on vient s'affranchir dans les deux de la climatisation. C'est des variantes donc hors programme, parce que les UTCI c'était dans le cadre du programme, donc elles sont pas réellement faisables, mais c'était pour les étudier quand même. Donc on vient s'affranchir de la clim et on vient étudier dans un premier cas un chauffage avec un RCU où on a fait varier le taux NR. Donc on a fait des essais avec le CPCU, ensuite avec un RCU à 75 ENR et un autre à 100% ENR, avec un rafraîchissement au brasseur d'air. Et dans la deuxième, toujours pas de clim, et à la place du RCU, on est venu étudier donc une pompe à chaleur, mais cette fois comme il n'y a plus de climatisation, qu'on est venu dimensionner sur le chaud et non sur le froid. Et donc on peut voir qu'au lieu d'avoir une puissance de 400 kW, en se basant uniquement sur le chaud, on est à 150 kW. Donc on peut regarder la slide suivante. Précision. C'est pour ceux qui se posent la question, l'escalier biosourcé et le R32 comme frigorigène, c'était validé avec un bureau de contrôle. Du coup, sur cette slide, on peut voir les gains carbone et les gains en euros de chaque variante. Donc, grosso modo, on a 2 variantes qui viennent baisser notre impact carbone et qui viennent nous faire économiser de l'argent. Donc, celle avec un seul ascenseur et les CEA réemployés. Ensuite, on a 2 variantes où on vient gagner du carbone et on est quasiment à iso-coût avec un vraiment très très faible surcoût. Donc, l'escalier biosourcé et notre variante où on vient remplacer le R410A par du R32.
Et ensuite, 2 variantes où on vient gagner du carbone, mais il y a quand même un surcoût qui est associé, donc le béton Hoffman avec l'acier X-Carb. L'acier X-Carb qui a un impact moins important, mais le béton Hoffman qui vient rehausser quand même le coût. Et la façade optimisée avec les BSO et l'isolant biosourcé. Et donc, on peut voir ce qui peut être assez perturbant, mais qui est assez intéressant dans notre cas, c'est que dans notre scénario barre carbone, on est venu économiser quasiment 90 kg de CO2 par mètre carré sur notre projet et à ISOCOût. Donc, on est venu même économiser 8 euros au mètre carré. C'est une conclusion qui peut paraître un peu étonnante, mais qui est quand même très intéressante. Si on peut passer à la slide suivante, ces slides, elles montrent que, en fait, notre scénario de base, il était déjà ultra optimisé d'un point de vue énergétique, où on est venu baisser le poids carbone de l'énergie de 91% entre notre bâtiment avant rénovation et notre scénario de base. Et donc, on n'a pas, en fait, sur nos variantes, on n'a pas fait des variantes qui sont venues modifier l'impact carbone de l'énergie ou les consos énergie, et c'est plutôt ces variantes qu'on va détailler dans les variantes qui n'ont pas été retenues entre guillemets. Et donc, on peut voir du coup sur le temps de retour carbone par rapport à la base et le bas carbone, on n'a pas non plus un énorme différentiel, étant donné qu'on est venu faire des petits gains, mais on a quand même une diminution de 2 ans sur notre temps de retour carbone entre la base et le bas carbone, et on se situe, encore une fois, si on exclut les logements, à peu près dans la moyenne des autres cas d'études. Donc, si on vient décomposer notre impact carbone de base et avec notre scénario bas carbone sur les différents lots, on se rend compte qu'il y a pas mal de lots, on a réussi à s'améliorer un petit peu sur la superstructure, les façades, sur les ascenseurs. Mais sur les lots techniques, on voit sur le graphique de droite qu'ils font pas loin de 70% de notre impact. Et donc, c'est quand même assez peu satisfaisant. On se rend compte que même si on a réussi quand même à économiser à peu près 90 kg sur l'équivalent à ISOCOût, ce qui n'est pas rien, on aurait pu faire mieux. Et on a un impact qui est un petit peu incompressible. En plus de ça, si on compare l'impact économique et l'impact carbone de chaque lot, on se rend compte que les lots qui coûtent les plus chers ne sont pas forcément ceux qui sont les plus impactants. Par exemple, la superstructure, les façades ou le cloisonnement qui coûtent assez cher ont en proportion un impact carbone qui est plus faible que la technique, ou c'est l'inverse. En plus de ça, les lots techniques, c'est des lots où on va avoir du mal à les optimiser, par manque de données ou par complexité technique. Et nous, en plus de ça, dans notre cas de figure, on a 2 choses qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est que, comme on vous disait un petit peu plus tôt, les UTCI qu'on est obligé de mettre, on ne peut pas s'en passer. En fait, pour répondre au programme et pour s'adapter aux bâtis existants, on n'est pas obligé de faire, enfin, on ne peut pas faire autrement. Et en plus de ça, on a... Attends, je vais rester un petit peu sur cette slide encore, s'il te plaît. En plus de ça, on a une pompe à chaleur, comme disait Amédée. En fait, on a besoin de 400 kW pour refroidir. Mais si on avait besoin que de chauffer avec, on aurait besoin que de 150 kW. Donc, on pourrait sous-dimensionner. Donc, cette climatisation, elle vient aussi nous contraindre. En plus de ça, une UTCI, en fait, pourquoi c'est impactant? En fait, il faut se rendre compte qu'une UTCI, c'est 100 kg de matière avec un ventilateur, avec un échangeur thermodynamique. On a pas mal d'électronique, ce qui fait qu'au total, en plus, on en a dans une allège sur 2 dans la façade, sur tout le développé de la façade. Donc, il faut bien se rendre compte que là, sur les 357 kg CO2 équivalent par mètre carré de notre CVC, on en a 160 qui proviennent juste des UTCI. Donc, 40% du CVC, c'est le TCI, et elle représente à SL un petit peu moins de 15% de l'impact total. Donc on se dit quand même, ce serait bien si on arrivait quand même à revenir un petit peu sur ces variantes qu'on avait laissées de côté, même si on sait qu'elles sont un peu fictives et qu'elles ne répondent pas au programme, si on pouvait arriver au moins à calculer quel impact ça aurait pu nous faire si on avait pu le mettre en place, ce serait intéressant. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les scénarios qui vous sont présentés là. En clair, on s'est dit de manière un petit peu virtuelle, bon d'accord, si on arrive à soutenir le programme, à se dire qu'on n'a pas besoin de climatiser, qu'on va mettre des brasseurs d'air à la place, si on se dit que malgré tout, on aurait trouvé la place pour mettre des locaux techniques pour des CPA, si on acceptait d'avoir des hauteurs sous plafond un petit peu basses dans les circulations, et ben on aurait pu faire passer des réseaux de ventilation avec des diffuseurs pour faire le traitement d'air. On aurait pu supprimer la climatisation, supprimer le JTCI.
On aurait pu juste garder une production de chaud et des radiateurs comme dans l'état existant pour chauffer, et ça nous aurait considérablement simplifié nos lots techniques. Alors ça fait beaucoup de si, c'est vraiment fictif, mais ça nous a permis de faire 4 scénarios intéressants. Donc là, sur les histogrammes que vous avez, le scénario de base, il est situé à gauche. Le scénario bas carbone qu'Amélie vient de vous présenter, il est tout à droite. Et en fait, au milieu, on a 4 scénarios. En fait, on a essayé 4 productions de chaleur différentes. La première, donc on s'est dit que si jamais on avait réussi à se raccorder au CPCU, qu'est-ce que ça aurait donné, avec tout ce qu'on vient de se dire. Donc on voit que l'impact de la matière a été bien réduit, mais comme on était déjà pied au plancher, on est déjà très bon en performance énergétique, le fait d'avoir un réseau de chaleur urbain qui est à peu près à 50% d'énergie renouvelable, ça vient quand même dégrader notre impact carbone lié à l'énergie. Donc par rapport au projet de base, ça nous dégrade notre impact. En revanche, si on se dit que Tolbiac n'est pas dans Paris, mais qu'on est dans une ville en France où on a un réseau de chaleur urbain qui a 75% d'énergie renouvelable, là, on se rend compte qu'on vient déjà améliorer notre impact carbone. Donc, c'est celui qui est le troisième en partant de la gauche, à 867 kg équivalent de CO2. Donc, on a déjà amélioré de pas loin de 100 kg de CO2 par rapport à notre scénario de base. Sachant que là, c'est sans mettre en place toutes les optimisations que Amédée vous a présentées. Donc, en fait, rien que si on regarde juste cette question de technique de vecteur de chauffage, etc., nous permet de compenser tout ce qui nous a permis d'atteindre le scénario bas carbone qui est présenté tout à droite. Si on va encore plus loin et qu'on a un réseau de flux urbain qui est à 100% BENR, on vient encore plus loin, on est à 120 kg de CO2 en dessous du scénario bas carbone. Donc c'est vraiment la meilleure solution qu'on a pu trouver. Et si on se dit, d'accord, un réseau de flux urbain, c'est très bien quand on est en ville, mais quand on s'éloigne un petit peu, on n'a plus de réseau de flux urbain. Et si on mettait tout simplement une pompe à chaleur, comme ce qui était prévu, mais plus petite que celle du projet de base, en fait, on retombe quasiment dans le même ordre de grandeur qu'avec un réseau de flux urbain à 100% d'énergie renouvelable. Donc, en fait, en supprimant cette climatisation et en simplifiant la technique du projet, et en brodant un petit peu sur les capacités techniques qu'on aurait à faire tout ça, on se rend compte qu'on avait un gros poste d'amélioration, mais qui, nous, n'était pas accessible. Mais au moins, c'était intéressant de creuser ces sujets et de montrer qu'on avait quand même un potentiel pour s'améliorer. Les messages clés qu'on peut tirer de cette étude de cas, il y en a 2 ou 3. Le premier, c'est que déjà, on s'est rendu compte que c'était possible d'améliorer l'impact carbone à ISOCOO. En fait, avec des procédés, des méthodes un peu moins destructives, en assouplissant un peu le programme par rapport, par exemple, sur le nombre d'ascenseurs, on se rend compte qu'il y a des solutions de bon sens qui permettent d'économiser de l'argent et du carbone. Et d'ailleurs, ça fait réfléchir ICAP qui en a mis certaines en œuvre, qui a revu son programme. En revanche, on se rend compte que faire rentrer le programme dans le bâti existant, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Et en l'occurrence, quand les deux sont assez incompatibles, ça va nous contraindre sur les solutions qu'on pourra mettre en œuvre et ça va nous augmenter notre impact carbone sans qu'on puisse y faire grand-chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et simple à sentir. Là, c'est pas intuitif du tout, mais on était en bâtiment universitaire, on reste sur l'universitaire, et pourtant, on a des contraintes et un programme qui ne rentre pas dans les contraintes. Et la dernière chose, c'est quand on regarde notre impact carbone, au final, on n'est pas si vertueux que ça, et c'est pas très satisfaisant, mais ça sera intéressant de voir si on avait démoli et reconstruit, qu'est-ce que ça aurait donné en termes d'impact carbone, sans parler de la consommation des ressources ou de la production de déchets, qu'est-ce que ça aurait donné. Et ça fait une belle transition vers le scénario S2, qui sera le prochain. Voilà, merci pour votre attention. J'aurais pas fait mieux, Mathis. Merci beaucoup et merci à ICAD pour ce projet. Alors, je suis désolé, je vais demander à Paco l'impossible de nous faire les messages clés de tout ce qu'on vient d'apprendre et de voir, avec 10 minutes en moins, hein, c'est facile. Voilà, bonne chance Paco et à tout de suite. Avec plaisir. Alors, on a effectivement un premier message clé qui nous semble important là, par rapport à tout ce qu'on a vu. On s'est posé la question, finalement, en maintenant le surcoût sous 5%, qui nous paraissait là ici être un seuil acceptable, on a regardé et on s'est rendu compte que les 3/4 des projets parviennent à décarboner leur opération entre 10 et 70%. Donc ça, c'est un premier message clé en soi qu'on a réussi à revenir détailler si vous regardez les 3 colonnes que vous avez en dessous. En fait, on a un premier paquet de projets, côté bureau et université, qui parviennent à décarboner entre 10 et 20% avec moins de 5% de surcoût. On l'a vu tout de suite avec l'université, à ISOCOO, aller chercher 10% de décarbonation. Et on a le projet de bureau qui, avec 5% de surcoût, vient chercher 20% de décarbonation.
Ça, en fait, ce sont des bâtiments qui sont, on l'a vu, déjà sortis des fossiles au moment où on commence à optimiser le poids carbone de la rénovation. Donc, on pousse la décarbonation au-delà dans ce bâtiment déjà sorti des fossiles. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie au milieu, un bâtiment dans lequel on a amélioré fortement la performance énergétique avec une rénovation énergétique performante dans le premier, lors du scénario de base, donc c'est la catégorie de logement. Et là, avec 5% de surcoût complémentaire, on arrive à aller chercher 70% de baisse carbone. Donc, on retrouve notre messagerie sur la sortie des fossiles, même en 2 temps. On en parlera tout à l'heure. Et puis, dans un troisième temps, on se rend compte qu'on est toujours capable d'aller chercher ces 10% de décarbonation, même sur des projets particulièrement contraints. Les équipes nous en ont parlé quand on parle du projet de RSS. Pour autant, ça vient engranger un surcoût un petit peu plus important, là, de l'ordre de 18%. Mais il faut bien se rappeler que dans ce projet-là, on a un programme qui est particulièrement contraignant. La RSS, c'est beaucoup de conso de froid, c'est beaucoup de cloisonnement, par exemple. Et en plus, on fait rentrer tout ça dans un bâtiment qui, à l'origine, recevait du bureau, donc changement d'usage. Donc, c'est vraiment un cas différent. Donc, finalement, si on reprend tout ça, avec moins de 5% de surcoût, on arrive tout de même, dans le 3/4 des cas, à décarboner encore entre 10 et 70% en complément du scénario de base. Si on tire le fil un petit peu plus loin, on vous a parlé de cet indicateur qui nous paraît important, qui est le temps de retour carbone. En fait, l'ensemble des projets vont aussi parvenir, dans cette optimisation-là, dans ce scénario bas carbone, à améliorer leur temps de retour carbone en moyenne de 5 ans. Si on reprend les projets selon les 3 catégories, on a un projet qui, à ISO-coût, parvient à améliorer son temps de retour carbone de l'ordre de 2 ans, sur le projet de l'université. On a 2 projets qui, en maintenant leur surcoût sous les 5%, vont réussir à améliorer leur temps de retour carbone de 7 ans. Donc, et tout à l'heure, la question a été posée dans le chat. On sort, vous le voyez, hein, dans la partie scénario de base, donc qui est ici le TRC initial, le TRC qui tournait autour de 30 ans, donc qui nous amenait après 2050 à des TRC qui se rapprochent largement de 25, voire de 20 ans. Et donc là, qui nous amène avant 2050, plus le projet de logement, séquence qui était déjà à 11 ans de TRC, qui descend à 4 ans. Et puis, toujours avec ce surcoût un petit peu plus important, la résidence service senior parvient tout de même à réduire son temps de retour carbone de 5 ans. Donc, on s'y retrouve ici aussi avec une amélioration des temps de retour carbone qui nous permettent d'être encore plus pertinents sur ces opérations-là et d'arriver véritablement à des opérations de rénovation bas carbone. Maintenant qu'on a vu ces 2 points-là d'un point de vue équation coût carbone globale, on a identifié 3 grands paramètres de cette équation coût carbone qui nous semblent être des leviers qui ont été mobilisés par l'ensemble des équipes. Et donc, dans ces 3 leviers-là, le premier, c'est la question de l'optimisation de la méthode. Pour ceux et celles qui suivent les webinaires du Hub depuis un moment, c'est quelque chose qu'on en avait déjà beaucoup vu sur le neuf. Ce que l'on voit ici sur la rénovation, c'est quand on vient détailler cette ACV et qu'on vient utiliser des produits qui disposent de données environnementales connues, ça permet de drastiquement réduire l'empreinte carbone avec un surcoût qui est très très faible, voire aucun surcoût. Si vous prenez la slide là depuis la gauche, on part d'un projet qui est basé sur ce qu'on a vu dans ces projets-là, mais il faut surtout retenir plutôt la dynamique de décarbonation que les valeurs en absolu. On a une ACV initiale qui tourne autour de 900 kg par mètre carré, ce qui constitue notre scénario de base. Et ce scénario de base, il est fait principalement donc, de DED, c'est-à-dire de données environnementales par défaut, et de forfait. C'est notamment lié à la disponibilité de la donnée, mais aussi au temps à disposition des équipes. Et ça, dans la réalité, on est en temps contraint, on est à budget contraint. Et donc, ça reste une réalité, cette première ACV-là. À ISO-coût, on est capable, en arrivant à ce qu'on a appelé ici un stade d'ACV avancé, c'est-à-dire remplacer les fiches de données environnementales par défaut par un grand nombre de fiches collectives, déjà dans un premier temps, donc avoir une minorité de données environnementales par défaut et détailler les lots forfaitaires. Ça, on en a parlé spécifiquement dans le cadre du Hub, notamment sur la question des lots techniques. On voit qu'on est capable d'aller chercher 100 kg par mètre carré. C'est loin d'être négligeable puisque ça ne coûte pas plus de budget et en activant ce levier de méthode, on vient déjà chercher 100 kg. Ensuite, sur ce même projet, on a vu qu'avec un petit surcoût, si on vient remplacer produit par produit certaines fiches collectives par des fiches individuelles sur des produits qui disposent de la bonne donnée environnementale, et en l'occurrence une donnée environnementale qui justifie du caractère bas carbone des produits qu'on met en œuvre, avec ces fiches-là, on peut encore aller chercher 50 kg. Donc au final, avec un surcoût qui est quand même très maîtrisé, sous les 1%, on est capable d'aller chercher ici de l'ordre de 150 kg par mètre carré, avec une première ACV à 900 kg. Voilà pour le premier paramètre qui est revenu et qui est commun à tous les projets. Un second paramètre, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est important de pouvoir se le redire, et notamment dans le webinaire 1, on s'était rendu compte que
la sortie des fossiles, ça constituait vraiment un paramètre fondamental de la rénovation. Ce qu'on voit ici dans ce nouveau scénario avec une approche coût carbone, c'est que ça confirme effectivement ce caractère prioritaire de sortie des fossiles, que c'est valable en approche dite globale, on sort des fossiles en rénovant et en réduisant les besoins, comme en approche par étape, donc réduire les besoins avec un plan effectivement déjà prévu pour sortir des fossiles par la suite. Sur la gauche, vous avez l'exemple du projet de l'université qui lui sort des fossiles dès son programme de base. On vous a remis quand même, pour vous donner une idée des ordres de grandeur, le fait que la part de budget total alloué à la sortie des fossiles, sur la partie vraiment production, c'est moins de 5% du budget. Et la baisse d'émissions qui est liée, si on veut, c'est 100% de la baisse, puisqu'en fait, c'est 100% de la baisse liée à l'énergie, c'est-à-dire de l'ordre de 800 kg par mètre carré, d'où des TRC qui descendent déjà sous 30 ans avec cette approche-là. Et puis, si on regarde l'opération du logement, par exemple, ici, on sort des fossiles en 2 étapes. On a une première étape qui permet de réduire les besoins, et on a une seconde étape qui permet de sortir des fossiles. C'est bien important de voir que la sortie des fossiles de la seconde étape, elle n'est possible que parce que la première a permis déjà de réduire les besoins et d'installer la pompe à chaleur dans un second temps. Ça, bien le garder en tête, et qu'une rénovation par étape, c'est pas simplement une succession d'étapes complètement indépendantes, ça demande d'avoir la vision globale dès le départ. Ici, si on regarde cette deuxième étape de sortie des fossiles, c'est 4% de surcoût pour une baisse d'émissions complémentaires de 63%. On trouve un ordre de grandeur à autour de 700 kg par mètre carré, et c'est 7 ans de gagné sur le temps de retour carbone qui passe de 11 à 4 ans. Donc, une approche coût carbone qui nous reconfirme très largement le caractère prioritaire de la sortie des fossiles en rénovation. Dernier paramètre qui ressort de l'ensemble des projets, c'est la question de la conservation de l'existant, qui nous permet d'optimiser et l'empreinte carbone et le coût des opérations de rénovation. On vous propose déjà de regarder sur le projet de l'université. Il y avait une des variantes qui proposait de varianter un état moins destructif. Typiquement, on allait chercher 20 kg de CO2 par mètre carré en baissant les coûts de l'ordre de 1,5%. Donc, c'est possible de penser conservation de l'existant aussi dans une phase d'optimisation et de variante. Mais quand même, ce qu'on veut aussi remettre en avant, et là dans une phase un petit peu plus exploratoire pour la suite et le scénario d'évolution-reconstruction dont on a commencé à parler, c'est la partie de droite qui vous montre qu'en fait, l'opération de logement, qui est la seule qui constitue pas une opération de réhabilitation lourde au sens propre au niveau notamment de la structure, c'est la seule qui va se trouver au niveau de 250 kg de CO2 par mètre carré en tout, si on regarde uniquement le budget matière, par rapport aux autres qui vont être entre 600 et 800 kg par mètre carré. Et puis, c'est la seule qui va présenter aussi, du coup, un coût d'opération sous les 1 000 € du mètre carré. On ne peut pas sortir de conclusion directe de tout ça. On a d'un côté un logement, de l'autre un bureau, une université, une résidence senior, avec des contraintes, on l'a vu, très spécifiques. Mais on a quelque chose qui commence à nous permettre de nous poser la question de, entre cette conservation de l'existant et le fait potentiellement demain de démolir et de reconstruire, ici, on a un intérêt tout particulier à venir regarder comment est-ce que la conservation de l'existant peut devenir un levier important pour l'optimisation de l'empreinte carbone de l'opération et pour le coût de l'opération de rénovation en question. Merci Paco. Derrière ces 3 grands paramètres, on a fait ce qu'on aime bien faire dans le hub, c'est utiliser les 3 grands axes d'optimisation qu'on répète dès qu'on a l'occasion de le dire. La méthode, consommer moins, qu'on peut appeler sobriété, consommer mieux, qu'on peut appeler efficacité. Donc, on va voir 10 leviers avec des chiffres. Alors, certains qui ont déjà été vus, un ou deux que Paco a mentionné, mais on va les lister pour garder en tête tous ces leviers qui existent avec des chiffres derrière. Ce qu'on a vu là sur la méthode, et je ne vais pas m'y attarder pour essayer de garder un peu de temps à la fin du webinaire, c'est le fait de faire une ACV détaillée. Et je reprécise bien pour que ça soit clair, si on ne décarbone pas physiquement, c'est juste on affiche des vrais résultats qui sont plus proches de la réalité. Même chose avec les produits bas carbone et en utilisant des données environnementales où on est avec des très faibles surcoûts et des gains assez importants, même si ce n'est pas des vrais gains. Mais on sent bien que cette méthode-là est importante et c'est important de le rappeler. Dans le consommer moins, on a vu le réemploi. Si on reprend les chiffres que Christophe a mentionnés dans l'interlude, on a des gains possibles de 20 à 50 kg
Alors sur les projets ici, c'était dit un peu rapidement, mais c'est un peu plus faible dans les projets qu'on a là, ou dans les projets on est plus dans l'ordre de 10 kilos, mais chaque équipe a été très sérieuse et n'a pas voulu survendre le réemploi et s'est vraiment projeté sur une capacité réelle de projet, mais on sait que plus de temps, plus de moyens, un projet peut-être un peu plus avancé aurait permis d'aller plus loin. La conservation de l'existant, Paco vient d'en parler, c'est le grand sujet qu'on va étudier dans le 3e scénario du mois de mai. On sait qu'on a des chiffres effectifs à 20 kilos, mais si on dézoome un peu et qu'on regarde un peu ce qui se fait, on sait que potentiellement, il peut y avoir des gains de 200, 250 kg de CO2 et ça va être étudié un peu après. Et le sujet du confort d'été, où on a vu un coup de ce dernier beau projet d'ICAD et Alto, donc où on peut avoir des gains très importants à la fois sur la matière et sur l'énergie, avec des gains qui peuvent aller jusqu'à 200 kg de CO2. Tout de suite, ça pose ensuite la question de l'acceptabilité, d'un chiffrage précis, etc., que les équipes n'ont pas pu pousser. Ensuite, dans le consommer mieux, donc ce qu'on appellerait l'efficacité, même chose, je vais juste rappeler un message qui va un peu plus loin que ce qu'a dit Paco sur les énergies fossiles. C'est quand on donne des ordres de grandeur sur réduire les consommations ou sortir du vecteur fossile, il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a les gains énergétiques dont Paco a parlé, mais assez souvent, on doit remettre de la matière, vous l'avez sûrement vu, hein, ce fameux budget matière énergétique. Et là où on peut avoir en énergie des gains de 500 kg de CO2 en moyenne, en réduisant les consommations, en intégrant l'isolation que je dois mettre, les menuiseries, etc., le gain effectif et réel est plutôt aux alentours de 300 kg de CO2. Et la sortie des fossiles, on l'a vu, c'est peut-être le plus grand levier qui existe, les 700 kg, je ne vais pas y revenir. Le dernier sujet, c'est les matériaux bas carbone, où on voit qu'on a des ordres de grandeur de 20 à 80 kg de CO2, avec là des surcoûts, des surcoûts qui sont de 3 à 5%. Les deux derniers leviers de nos 10 leviers, c'est l'optimisation des façades. Ça a été abordé dans un des projets. On voit que les gains en kilos de CO2 peuvent paraître un peu faibles, à 10 kg de CO2 avec des surcoûts de l'ordre de 1 à 1,5%. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la façade, ça va un peu plus loin que simplement la réduction carbone de la matière. C'est aussi l'image architecturale, c'est aussi le confort, c'est aussi des gains énergétiques. Donc, c'est beaucoup plus subtil et il y a beaucoup de travail à faire. On sait que c'est un enjeu majeur de ce que pourrait être l'architecture du futur. En tout cas, il y a des sujets à faire et facialement, on a 10 kilos à aller chercher. Et enfin, le sujet qui a été rapidement ébauché sur les fluides frigorigènes avec le fameux PRG, qui est un vrai sujet en soi, où on a des gains de 10 à 20 kg de CO2 avec très peu de surcoût. Alors, c'est des sujets qu'on a assez peu étudiés parce qu'on sait que ça pose plein d'autres questions qu'il faudra approfondir sur l'entretien, la maintenance et tout ce qui va avec. Mais on sait que c'est un enjeu majeur avec l'envie de poser le plus possible de packs. Ces fluides frigorigènes vont devenir un sujet majeur à traiter dans le détail. Pour avancer vite, et comme j'arrive au bout, j'ai prévu de vous mettre quelques chiffres clés à garder en tête que je vais passer très brièvement. Vous avez les TRC où, premier webinaire, on disait inférieur à 30 ans. Maintenant, on peut dire que si on fait de la rénovation bas carbone, on peut être inférieur à 25 ans et s'approcher des 20 ans. On avait parlé au premier webinaire d'un budget, d'un paquet qui contiendrait et l'énergie et les matériaux liés à l'énergie. Et là, on peut descendre aux alentours de 600 kg de CO2. Voilà, deux grands chiffres qui sont à peu près la même chose, à peu de choses près. Sur l'impact de l'énergie, c'est vraiment le sujet majeur où, au minimum, dans les 4 projets, il y avait une division par 2 de l'impact carbone de l'énergie. Et on a un des 4 projets qui divise par 12. Donc, on le sait déjà, c'est que le levier le plus facile pour décarboner, ça reste l'énergie.
Et pour avoir 2 ordres de grandeur en tête, c'est la moyenne qui est assez resserrée sur le budget qualité d'usage de la matière, c'est 250 kg de CO2 et 350 pour le budget matière énergétique. On met un peu plus de poids sur la matière, ce qui est assez logique. Et pour revenir sur ce qui a été dit, la part des lots techniques, elle devient absolument prépondérante et on le renforce les messages clés du premier webinaire, 50 à 70% du bilan carbone, c'est les lots techniques, en ayant fait des ACV détaillés, donc même pas au forfait. Et le lot CVC dans ces lots techniques est à lui tout seul un très grand poids, où on a vu jusqu'à 45% du poids total de la matière est dans le lot CVC. Et du coup, la part de l'énergie, on retrouve des ordres de grandeur comme dans le neuf. Ça va de 10 à 40%. On pourrait faire une espèce de moyenne à 30%, un peu comme dans le neuf. Voilà. Et on a vu, on a des surcoûts à garder en tête qui vont de ce qu'on a appelé iso-coûts, ou en tout cas des surcoûts très négligeables, au maximum 15%. Voilà pour les messages clés. Je ne vais pas m'appesantir, si ce n'est vous rappeler quelques éléments. Le webinaire 3, où on va aborder les sujets qu'on a mentionnés à plusieurs reprises sur rénover ou démolir et reconstruire, c'est en mai de cette année, qui actera un peu la fin de notre cycle de travaux sur la rénovation. Donc, on a hâte de vous proposer une date précise. Un grand merci aux équipes. Là, vous avez les équipes détaillées où c'est vraiment, au final, ça fera 1 an et demi de travail acharné de tous ces membres-là qui ont présenté des projets absolument passionnants et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Donc, un grand merci à eux, un grand merci au CSTB de nous accompagner. Voilà, si vous avez quelques petites questions, on peut en prendre éventuellement 1 ou 2. Voilà, sinon, merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout pour ce webinaire assez dense finalement. Et n'hésitez pas à rejoindre le Hub. On se retrouve en mai pour la suite. Et là, vous aurez le 3e webinaire, comme l'a dit Guillaume. Démolir, reconstruire ou rénover. On essaiera de partager avec vous nos réflexions, nos enseignements, avec une petite incursion du Hub du côté de la préservation des ressources. Je n'en dis pas plus. Voilà, merci pour votre attention, merci pour tous les témoins qui nous ont partagé des projets passionnants. Et merci à toute l'équipe qui est autour de moi, que vous avez parfois entendu chuchoter, parce qu'on s'est donné du mal pour organiser ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et que c'était sympa. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. À bientôt. Merci.